Ok, donc je vais vous parler d'un projet là, qui est mené au CESUG qui s'appelle SingSat, donc un satellite pour des choses. Et en fait, c'est un véhicule de recherche pour l'expérimentation de donc in vivo, c'est-à-dire dans l'espace, hein, pas dans un labo fermé, mais qui est ouverte aussi à d'autres collègues de la communauté scientifique et dont le but est évidemment que les résultats soient largement publiés. Enfin, c'est le rôle d'un enseignant-chercheur et d'un chercheur. Et ça concerne l'Internet des objets par satellite. Alors, je vais vous parler de l'Internet des objets. Je vais vous parler, comme ça vous intéresse ici, du temps dans l'Internet des objets, du temps fréquence. Donc, le temps fréquence, c'est beaucoup de la géolocalisation. Hein, c'est une des grosses applications que l'on peut trouver dans l'Internet des objets. Et puis ensuite, je vous parlerai de satellites, notamment de nanosatellites, parce que il y a tout un pan des applications qui nécessitent justement des infrastructures satellitaires pour pouvoir faire des communications avec les objets de l'Internet des objets, étant donné que on n'a pas de réseau terrestre dans la plupart des endroits dans le monde et on a besoin quand même de ces applications dans ces endroits qui sont non couverts, ce qu'on appelle les zones blanches. Donc pour la petite anecdote, hein, c'est un projet qui est parti d'une espèce de blague et de défi avec Mathieu lors d'un hackathon qui avait été organisé en 2018 ou 2019. Et puis en fait ce hackathon il était destiné à faire émerger des nouveaux services autour du New Space et tout ça avec des étudiants. Et puis c'est en discutant avec Mathieu, on échangeait sur ce qu'on faisait, et puis j'ai dit, tiens, on a observé à un moment donné que la technologie là, pour des objets terrestres, elle porte très très loin. Elle va à plus de 300 km. Et du coup, on a dit, tiens, pourquoi pas essayer de mettre cette techno à bord d'un mini-satellite, d'un nanosatellite, et de faire les communications entre le sol et l'espace et le sol. Donc on va voir ça, et puis ça a commencé à germer, et puis on a lancé ce projet. Voilà. L'Internet des objets, c'est toutes ces applications-là. Ok, je cache, hein, non. Donc ça, c'est pris d'une boîte qui s'appelle Ibelium, qui fait du service qui aide ses clients autour de la mise en place d'applications autour de l'Internet des objets, pas mal sponsorisé par l'Europe, hein, via des projets européens. Et puis, en fait, on a un peu toutes les applications qui sont autour. Donc ça peut être autour de la ville intelligente, de l'environnement intelligent, de l'agriculture intelligente, du transport intelligent, du tracking, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des choses qui sont une réalité. Hein. C'est actuel. Hein. Quand vous avez votre compteur d'eau qui est connecté ou compteur électrique connecté, c'est l'Internet des objets. Et les technos qui sont dedans, vous les avez sur la table. Parce que jusqu'à une certaine époque, c'était difficile de l'avoir, mais il y a une dizaine d'années, alors je ne sais pas si le représentant de Semtech est là, non, il était là hier, mais jusqu'à une dizaine d'années, en fait, il y avait un problème de portée de communication, ce qui faisait que la plupart du temps, ces projets-là étaient une sorte d'échec, parce que ça ne marchait pas super bien, ou dans tous les cas. Ce n'était pas assez robuste pour être en livraison, en disponibilité générale. Mais là, il y a eu une techno, un certain nombre de technos qui ont émergé, qui ont permis de faire ça. Et c'est là-dessus que je vous parlerai de ces technos-là, et une particulière qui s'appelle LoRa, qui a été inventée à Grenoble, donc ça tombe bien, mais voilà. Donc dans toutes ces applications, vous avez plein de choses. Hein. Ça va être de la poubelle connectée, ça évite d'éviter que les conteneurs de verre dégueulent et qu'ils fassent attendre la tournée périodique pour pouvoir les ramasser, ou de les ramasser quand ils sont vides, ainsi de suite, ça évite ça. Du parking connecté pour éviter que les indigents se mettent sur les places PMR, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis évidemment, les industriels, éviter de polluer, les ponts, éviter de s'écrouler, et puis suivre les bateaux. Ok, alors, nous on aime bien le mot d'architecture en informatique, hein, on est des architectes, on construit des choses. Hein, voilà. Donc l'architecture d'un système informatique pour l'Internet des objets,
eh ben, on peut le représenter de cette manière-là, dans le sens où on va considérer qu'en bas, on a nos objets qui sont connectés. Alors, ils peuvent être connectés avec un bout de fil, ou alors ils peuvent être connectés à un bout de sans fil, ce qui est pratique parce que ça évite le coup de pelleteuse. Ok, comme disait notre collègue hier avec les histoires de la fibre. Et donc ces objets, ça peut être des choses qui peuvent être assez élaborées comme un véhicule, comme des choses qui sont vraiment ultra basiques, comme en fait une étiquette RFID que vous pouvez trouver sur votre paire de chaussettes que vous achetez chez Decathlon. Ok, avec évidemment des portées qui peuvent être différentes en termes de communication. Hein, la chaussette de chez Decathlon, elle a une portée en gros de 10 mètres. Alors elle ne porte pas de batterie, c'est en fait l'énergie est apportée par un élément dans le réseau qui s'appelle une station, une gateway, un lecteur, enfin ainsi de suite, et qui va apporter l'énergie au tag RFID pour pouvoir communiquer. Et puis après, il y a d'autres choses pour lesquelles on est autonome en énergie, ou alors cette énergie, ça peut être soit une petite batterie comme ça, on verra, je vous montrerai à quel point ces technologies-là, elles sont frugales du point de vue de l'énergie pour pouvoir tenir longtemps. Donc on dit en général, il faut pouvoir avoir une application dans laquelle, avec cette batterie-là, okay, c'est du 3,6 V, avec 2400 mAh, heure, et je dois tenir à peu près une dizaine d'années. Mon application doit tenir une dizaine d'années. Je dois envoyer des messages pendant une dizaine d'années pour faire du relevé de compteur d'eau, donc un index, faire de la mesure de CO2 dans une pièce, faire mesure de température d'un glacier, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est les critères. Bon, en général, la pile, elle a une fuite naturelle en termes d'énergie. Hein. Vous savez sûrement mieux que moi, je suis pas chimiste, je ne suis pas physicien, mais en gros, on dit souvent ça. Alors, je vous montrerai par exemple un objet qui a ça, et qui a jusqu'à présent envoyé déjà ces 150 000 messages. Alors on dit, tiens, c'est pas beaucoup. En fait, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour certaines applications. Donc ensuite, vous avez au centre en fait des protocoles de communication qui s'appuient sur en général, quand on est sur du sans fil, sur des modulations, et ces modulations, elles sont adaptées. Et puis en général, on met un intermédiaire entre ces objets et puis ce qui va ensuite, ce qui est l'informatique, ce qui est la science des données, l'analytique, le stockage, ainsi de suite. C'est mon business, ça c'est ce que je sais faire. En dessous, je suis un petit peu un imposteur, mais en haut, ça va, je maîtrise. Et ces intermédiaires-là, en fait, ils ont comme rôle, entre autres, en général, de faire une conversion entre ces protocoles-là qui sont très frugaux, peu de données, ainsi de suite, et puis le monde de l'Internet, c'est-à-dire le protocole IP, qui est pas vraiment, qui est très gourmand en octets, ainsi de suite, pour transférer d'informations. Voilà. Donc tout ça, ce sont ces objets. Ces objets, en fait, c'est des protocoles qui sont bidirectionnels, dans le sens où la plupart du temps, c'est montant, dans le sens où les objets vont envoyer des mesures vers les applications qui sont en haut. Donc il y a plusieurs applications qui peuvent consommer la même mesure, ça c'est important. Et puis ensuite, les applications vont redescendre des commandes. Ces commandes, ça peut être des commandes aussi qui sont liées à des paramètres de configuration, des choses comme ça. Ok ? Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une architecture au réseau. Alors, l'Internet des objets et le temps-fréquence. Alors, ce que je vous ai mis, c'est principalement les applications qui peuvent être autour. Alors, c'est souvent autour de la géolocalisation, mais ça peut aussi sur de la datation d'événements. Il y a eu une intrusion à tel endroit, je vais conserver cette information dans une mémoire ou dans un data logger, ainsi de suite. Donc, j'ai besoin d'avoir un temps plus ou moins précis, donc de la seconde à la milliseconde, on va dire, voilà. Et puis une position. D'accord. Donc là, vous avez des exemples d'applications. Là, c'est pour votre chien de chasse ou votre chat d'attaque. Ça, c'est pour votre enfant, votre grand-mère qui a perdu la boule et qui se balade tout seul. Donc ça fait partie des applications, notamment personnes atteintes d'Alzheimer. Ces deux éléments-là qui sont faits par deux boîtes de Grenoble, Abiway, qui est une boîte au départ à Grenoble, et puis ce testeur-là, LoRa, ce tracker LoRa.
Ok, je les ai mis là, donc vous voyez un peu la taille. Et là-dedans, vous avez vous avez en fait une batterie comme ça. En fait, vous avez 2 demi-batteries qu'ils ont mis à l'intérieur. Et puis là-dedans, c'est une petite batterie rechargeable. Alors celui-là, je l'ai acheté sur le Bon Coin, 5 €. Bon, ça marche pas. Ouais, bon. Le gars n'a pas réussi à le faire marcher, il l'a vendu sur le Bon Coin, et voilà. Bon, et ça, ils ont une particularité, c'est que la plupart des testeurs, en fait, ils possèdent un module GPS qui va prendre les messages de nav des constellations, va calculer une position et va la renvoyer via un réseau IoT. Donc, nous, on utilise du LoRa, donc c'est via un réseau LoRa. C'est exactement ce que fait ce truc-là. Ce truc-là, alors le truc-là qu'on voit là-haut, c'est un truc un peu particulier, c'est ce qu'on appelle un testeur réseau. Ça permet aux gens qui vont installer des capteurs dans une pièce de vérifier si le réseau il est bon ou pas, quelle est la qualité du réseau. En gros, la qualité du réseau, ça veut dire en combien de temps je vais épuiser cette batterie. Est-ce que c'est en 1 an, ça veut dire qu'il faut la changer tous les ans, ou alors c'est en 10 ans. Si je dis non, je ne peux pas me permettre de passer tous les ans, ça me coûte trop cher. Un technicien, quand il vient changer une batterie, ça va coûter 100 balles. Pour se déplacer, ainsi de suite, je vais dire, non, ça ne marche pas. Il faut que je trouve une autre solution pour faire en sorte que ça tienne 10 ans. Donc ça ce sont ces objets-là. Ça, c'en est un, mais un peu particulier, c'est qu'il passe plutôt par un réseau satellitaire, on le verra, qui est EcoStar Mobile. D'ailleurs, ça, c'est un kit de chez EcoStar Mobile. On le verra tout à l'heure sur le volcan Etna. Et puis ça, c'est le truc que vous avez ici, là, ça c'est un antivol de scooter, voilà, qu'on place sur un scooter, et puis ça envoie périodiquement la position, dès que ça bouge, ça renvoie une position, et ainsi de suite. Donc on peut suivre son scooter, y compris quand il est enfoui à l'intérieur d'un bâtiment. Okay, parce que le premier truc que va faire un voleur, c'est prendre un véhicule, le mettre dans un conteneur, dans un truc, pour l'enfuir, le maquiller et ensuite le désosser, vérifier où se trouvent les sécurités, blablabla, et puis hop, il s'est volatilisé, il s'est évaporé. D'accord ? Donc il y a une boîte qui s'appelle Coyote là, qui vend des systèmes comme ça. Ils garantissent que 91% des véhicules sont retrouvés en moins de 48 heures grâce à ça. Parce que ces technologies-là, contrairement à la 4G, la 5G, tout ça, qu'on peut facilement brouiller, et ça, faut se lever tôt, quoi. Ok ? Faut beaucoup d'énergie pour arriver à les brouiller. Et puis ça, c'est un objet qu'on utilise pour notamment traquer des ballons stratosphériques, je vais vous montrer tout à l'heure. Puis, par exemple, un autre objet, là, qui peut consommer l'énergie, c'est ces robots qui sont des robots débroussailleurs, des herbeurs dans des vignes, ou près des voies ferrées, ou ainsi de suite, ou dans des champs de panneaux solaires. Et ces robots, ils sont autonomes et ils possèdent évidemment un GPS, ainsi de suite. Ils remontent leur position régulièrement, donc ça, on peut considérer que c'est une sorte... ça fait partie de l'Internet des objets. Ok. Alors, on s'en sert au niveau des objets, et puis le temps, on s'en sert également à l'intérieur des cœurs de réseau. Ok. Et puis également au niveau de ce qu'on avait vu tout à l'heure, au niveau des stations de base. Alors dans les stations de base, on va parler de gateway dans le domaine des réseaux LoRa. Et dans les réseaux 4G, 5G, on va parler d'Inode B, donc c'est des stations, l'anciennement ça s'appelait BTS, Base Terrestrial Station. Et donc elles possèdent notamment des antennes GPS pour pouvoir se synchroniser. Et en fait, il y a un usage dedans, soit la réception, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est mesurer le temps de réception, parce qu'on a des applications qui sont possibles sur le fait qu'un message qui va arriver, on va calculer sur un réseau de gateway distribué le temps d'arrivée, et donc à ce moment-là, on va pouvoir dater l'événement et déterminer la position de l'objet sans qu'il ait à nous la fournir, ok. Bon, ça, c'est une techno qui a été un peu abandonnée par Semtech parce que ça nécessite beaucoup de gateway. Et en plus, derrière, la précision, elle n'est pas top, quoi. C'est valable pour trouver un tracteur ou un véhicule de chantier dans un chantier, mais pas une aiguille dans une botte de foin. Hein. Voilà, okay. Et puis, mais néanmoins, elle est présente, cette techno, elle est présente maintenant dans tous les chips, les concentrateurs. Vous avez cette techno qui est maintenant là-dedans, alors qu'avant, ils essayaient de la monnayer.
Maintenant, c'est by design dans les chips de chez Semtech qui permettent de fabriquer ces gateways. Et puis, vous avez également une utilisation pour, par exemple, la programmation des émissions, soit à la microseconde, soit à la nanoseconde, par exemple sur le PPS GNSS, ça c'est dans le cas de LoRa. Et notamment, c'est pour pouvoir soit faire de la synchro, bon, ben, ça c'est dans le contexte des réseaux 5G. Et puis, dans LoRa, ben, c'est pour pouvoir diffuser des beacons qui permettent aux objets de se synchroniser sur une frontière pour pouvoir réveiller régulièrement afin d'écouter s'il y a un message qui leur est destiné, c'est-à-dire pour l'envoi de commande. Okay. Ah oui, je vous ai dit, le secret pour ne pas consommer d'énergie, eh ben, c'est de dormir tout le temps. Hein. Sois feignant, tu vivras longtemps, comme disait ma grand-mère. Et puis, évidemment, on peut diffuser du temps pour synchroniser les horloges et faire des opérations de datation localement sur l'objet. D'accord ? Bon, alors malheureusement, il y a des gens qui sont mal intentionnés, là. Alors moi, j'ai sorti la grosse artillerie là, alors là, c'est surtout du russe, et puis là, c'est du turc. Bon, j'ai fait le catalogue de ce que je pouvais acheter. Bon, j'ai pas les moyens. Ok. Donc tout ça, ce sont des technologies qui permettent de brouiller plein de trucs, entre autres tout ce qui est évidemment tout ce qui est réseau GNSS. Bon, alors il y a un moyen de faire plus simple. Jean-Michel Fried, en 2020, début 2020, il avait fait une démonstration ici même de brouillage dans l'amphi. Bon, il n'avait pas tourné le potentiomètre à fond, sinon il brouillait le campus. Mais on avait démontré ensemble qu'on pouvait brouiller une station LoRa munie d'un GPS. Okay. Et puis de ce testeur-là, alors c'était son petit copain qui était là. On voit l'identifiant, c'est pas tout à fait le même. Ça c'est CA0, là c'est CBC, mais peu importe. Et donc en fait, il l'avait baladé. On était parti de Grenoble. Ensuite, on avait été à côté de Brest, à l'institut, au siège de l'institut polaire Polémique Victor. Et puis ensuite, on avait été au Svalbard, là où il va régulièrement, à Lundsund. Et puis donc, on avait baladé ça. On l'avait baladé à la fois dans l'espace, enfin l'espace dans le plan, latitude, longitude. En altitude, on était monté au niveau de l'Everest. Et puis, on était retourné à Noël. Bon, alors, à Noël, pourquoi ? Parce que c'est évidemment, c'est le pays du Père Noël. Donc, voilà, le petit clin d'œil. Voilà. Donc, voilà, on peut flouer ce genre de dispositif, et donc ce soit la gateway ou ces choses-là. Donc si votre asset qui se déplace et tout ça prend des décisions par rapport à une position qu'on lui donne, eh bien évidemment, elle peut faire des choses qui sont pas doivent pas être, qui sont pas bonnes. Voilà. Donc vous voyez qu'il faisait 25 degrés, alors que là-haut, je pense pas qu'il fasse 25 degrés quand on est dehors, surtout à la période de Noël. Dans les technologies pour l'IoT, vous avez des choses qui sont classiques que vous connaissez, qui sont utilisées. Par exemple, le Wi-Fi, c'est ce que vous utilisez pour votre balance connectée, pour voir si vous avez pris du poids ou pas, ce que je fais 2 fois par jour. Ça fait des données. Le Bluetooth, si vous avez une montre connectée quand vous faites du sport, et ainsi de suite. Zigbee, si vous avez des lampes, des choses comme ça. La NFC, ça c'est notamment très utilisé pour configurer des choses, pour payer, tout ça, ça fait partie de ce domaine-là. Et puis, ça par contre, ce sont des portées qui sont très courtes, vous le savez, ici ça va pas bien loin. Toutes ces choses-là, c'est très court en distance. Et puis en fait, vous avez à l'autre bout du spectre des choses qui permettent d'aller loin, voire même très très loin, voire très 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 loin. Ou alors très 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 profondément à l'intérieur des buildings, c'est-à-dire que vous avez des couches de béton, d'acier, de béton, et qui font qu'il faut pénétrer à l'intérieur de tout ça. Enfin, c'est plutôt qu'il faut sortir de ça pour envoyer des messages vers une station qui est en général à l'extérieur, sur un point haut, et ainsi de suite. Ok. Et nous, on va s'intéresser surtout à LoRa. NB-IoT, en fait, ça fait partie, on va dire, de la constellation des protocoles qui sont autour de la 5G. Voilà. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire là, par contre, c'est que il ne faut pas rêver. Les débits qui sont attendus derrière, ce sont des débits qui sont très lents. Ok. C'est bon, je vais pouvoir dire des bêtises maintenant. L'expert s'est barré.
Alors, donc nous on s'intéresse à cette technologie qui est LoRa, qui a été créée ici. Alors pourquoi elle? C'est l'avantage, c'est que c'est facile à mettre en œuvre dans le contexte d'études académiques, hein, c'est-à-dire soit aussi bien pour la pédagogie ou de la science, d'étudier cette chose-là, contrairement à tout le reste qui est fermé par les industriels ou accessible que par les industriels. Hein, faire des études autour du NB-IoT, de la 4G, tout ça, on vous donne des boîtes noires, vous ne pouvez pas voir trop ce qu'il y a dedans. Et puis, il faut des licences, tout est compliqué derrière, il faut de l'argent, hein, on verra les prix, ça, une gateway LoRa comme ça, c'est 60 €. Okay, c'est celle qu'on met dans l'espace, c'est la même que vous avez vue tout à l'heure. L'autre tout à l'heure, elle coûte un peu plus cher, elle coûte 2 000 € parce qu'on a mis du métal autour, des belles antennes, des choses comme ça, mais c'est les mêmes chips qui sont dedans, le même chip LoRa. Voilà. Donc LoRa, c'est une technologie radio, donc une modulation radio qui va permettre d'avoir une couche physique pour des transmissions longue distance ou très profondes dans les bâtiments. Et puis LoRaWAN, ça va être un protocole réseau qui s'applique au-dessus de LoRa. Alors le premier, c'est quelque chose qui est breveté par une entreprise, là, Semtech, américaine, mais qui a racheté en fait une start-up d'ici, Cycléon IP. Et puis, ils ont, les créateurs de Cycléon IP, ils ont défini en fait une communauté d'industriels, et il y a des académiques aussi dedans, qui est la LoRa Alliance, et qui définit en fait un certain nombre de protocoles, d'API, et ainsi de suite, qui permet à des systèmes de faire des systèmes qui sont ouverts, qui ne sont pas verrouillés sur un vendeur, non pas de vendeur locking, et qui permettent à des petites startups, parce que le prix d'entrée pour utiliser ces technos, c'est 0, voire même c'est gratos. On vous donne plein de stacks de code, de choses comme ça, qui permettent de démarrer rapidement, quoi. Il n'y a pas un ticket d'entrée, il faut s'appeler Huawei pour pouvoir démarrer un produit, et ainsi de suite. Donc, il y a des gens qui font, par exemple, des objets comme ça, qui sont juste des tapettes à souris connectées. Ok, c'est leur business. Nous, on a fait des cages à marmottes connectées pour capturer les marmottes. Et donc ça, c'est la partie qui sert à faire la communication entre les objets connectés, ce qu'on appelle des terminaux, des endpoints ou des devices, et les stations. Et les stations, ensuite, sont raccordées par de l'IP. Donc c'est de la 4G, c'est de l'Ethernet, c'est ce que vous voulez, vers un cœur de réseau, on appelle ça un network server, et puis le network server va distribuer les messages qui ont été reçus par les stations, émis par les objets, vers les applications. Et puis en sens inverse, on va pouvoir descendre des messages pour, comme je vous le disais, faire de la configuration, des commandes, déclencher quelque chose qui peut être une ouverture de porte, déclencher une sirène, et ainsi de suite. Et donc ça, LoRaWAN, ça va concerner en fait de l'objet jusqu'au network server. La gateway là-dedans, on va considérer que c'est juste un passe-plat. Et en fait, c'est même pas une gateway, c'est un réseau de gateways. C'est plusieurs gateways vont recevoir le même message. C'est redirigé vers le network server. C'est ces network servers qui vous fournissent tous les services. Alors ces services, ça veut dire que les objets sont identifiés dans le réseau. Les objets, on protège les messages, ils sont authentifiés. Okay, donc il y a des codes d'authentification qui permettent d'authentifier que le message il a bien été émis par cet objet-là et pas par quelqu'un d'autre. On ne peut pas réémettre un message pour faire des attaques dites par rejeu, replay, parce qu'il y a des compteurs qui sont incrémentés dans les messages. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Et évidemment, la charge utile, c'est-à-dire la partie applicative du message, va être chiffrée. Typiquement, là, quand j'envoie un message, j'envoie une position GPS, une température, ainsi de suite. Je n'ai pas envie de savoir où je suis. Ok, et tout ça, ça va être chiffré. Ça va être protégé par du chiffrement. Alors, c'est pas du chiffrement, c'est du chiffrement AES 128 bits. C'est, on va dire, une technologie qui est modérément sécurisée pour le contexte des applications. Après, rien ne vous empêche de rajouter une couche et de faire plus sécurisé, mais ça, c'est out of scope de la spécification. Sachant que plus vous chiffrez, plus ça fait quoi? Ça consomme. Voilà. Donc votre batterie est... Bon, du coup, tiens, on va en mettre une 2 fois plus grosse, comme ça, tiens. Voilà. Alors, la modulation LoRa, c'est une modulation qui est basée sur une notion de chirp. Alors le chirp, c'est un truc qui est vieux comme la toux, qui a été fait pour des radars.
on fait moduler la fréquence au cours du temps. Et puis à partir de ça, ça va permettre de définir des symboles. Okay. Et puis on va diviser ça en faisant démarrer le chirp à des fréquences intermédiaires, et ce qui permet d'encoder avec un symbole, je peux encoder des bits, et puis plus j'étale, plus je vais pouvoir avoir de bits par symbole, et ainsi de suite. Bon, après, plus je mets de bits par symbole, plus je fais mon spreading factor, et plus le signal va durer en temps. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc dans LoRa, en fait, vous avez classiquement SF7 qui est le plus lent, mais le plus robuste. Okay, donc ça, on descend jusqu'à moins 20 dB en dessous du bruit, au niveau de la réception. Donc ça fait quelque chose qui est très très robuste. Et puis au fur et à mesure, on va dégrader ça, mais on va accélérer le système. Alors ça, c'est intéressant, c'est que dans les modules LoRa, dans LoRaWAN, on va pouvoir adapter, et ça c'est killer, c'est killer par rapport à Sigfox et plein d'autres trucs, c'est qu'on va pouvoir adapter le débit par rapport à la qualité du signal. Ça, c'est le rôle du network server de dire à l'objet, tiens, c'est inutile d'hurler, c'est inutile de parler longtemps, tu parles rapide et très faiblement. Et on verra tout à l'heure. Et du coup, les paquets, ils arrivent et le système ne s'épuise pas. Et donc, on augmente la durée. C'est pour ça que je vous ai dit, un installateur, il se pointe, il vérifie, puis il va dire, ouais, bon, la qualité du signal n'est pas top ici. Bon, on sait que dans un an, la pile, il faut la changer, quoi. Ou alors, ce serait bien de rajouter une gateway un peu proche là dans le coin pour pouvoir faire ça. Ah ouais. Donc ça, c'est aussi une des technos qui est intéressante sur LoRa, c'est que vous pouvez faire des réseaux dits privés. C'est-à-dire que vous dites, moi je vais installer une gateway. Okay, votre organisation installe la gateway. Dans les réseaux publics, genre Orange, vous n'allez pas dire à Orange, ouais, là je trouve que mon capteur là il va pas bien, ce serait bien de rajouter une gateway à cet endroit-là. Quoi ? Non, ça marche pas ça. Voilà. Donc voilà. Et donc on a ce phénomène. Donc plus on étale, plus on est lent dans la communication, plus le airtime est lent, ok. Plus on consomme, mais plus on va loin entre guillemets. Voilà. Plus on pénètre, moins le signal est atténué. Alors, un signal LoRa, c'est comme ça. Donc on a nos chirps au départ qui sont avec des fronts montants, tac, tac, tac. On a deux chirps descendants pour synchroniser. Et là, c'est top départ, on peut commencer à faire le message. Donc dans le message, dans les symboles, on va encoder quoi ? On va encoder des bits de redondance. On va mettre des CRC, on va mettre des trucs comme ça, et c'est là-dessus qu'ils ont mis patente. Voilà. Leur brevet. Bon. Ok. Et le chip va servir dedans à ce qu'on appelle capturer à partir du préamble ce message, et ensuite faire le décodage de ces trucs-là, et puis vous renvoie une trame en disant tiens, j'ai reçu ça à l'intérieur de la trame, et puis LoRaWAN va dire moi j'utilise ça, et puis il y a ces différents champs qui vont correspondre à mes trucs. Ok. Waouh, faut que j'accélère. Une autre modulation qui est sortie, c'est la modulation LRFHSS. Donc ça, c'est de la modulation avec du saut de fréquence pendant la transmission et la redondance. On peut transmettre plusieurs paquets de headers qui vont contenir un code qui vont dire tu vas suivre les paquets, ils vont arriver à ces différents moments à l'intérieur du truc. Ok. Ça, c'est un des transparents qui a été fait par un autre doctorant là, de l'équipe, là, enfin même un de mes doctorants. L'intérêt de LoRa, globalement, c'est sa robustesse au bruit. Le FSK, c'est là-haut, ça c'est le truc classique. Au fait, toutes les chips, toutes les puces LoRa, enfin Semtech font du FSK. De base, ils ont dit, quand ils ont démarré le marché, ils se sont dit, ok, on ne va pas réussir à forcément vendre du LoRa dès le début, donc on vend du FSK, les gens sont contents, et puis ensuite ils passeront sur du LoRa. Bon. En fait, en réalité, dans le monde LoRa, personne n'utilise FSK, même si c'est prévu dans la spécification d'utiliser cette modulation. L'intérêt de LoRa, c'est qu'on va descendre très très en dessous du bruit, et ce qui veut dire qu'on est très robuste à tout ce qui est atténuation, brouillage, ainsi de suite, quoi. Okay. Alors, donc c'est la haut power, pourquoi ?
Et ben parce que justement avec cette pile là dont je vous parlais là sur un capteur comme ça, on le verra tout à l'heure, il y en a un en haut du Mont Blanc, et ben on va tenir assez longtemps. Alors je voulais vous faire un exercice là-dessus, donc vous pouviez tester vous-même. Hein. Donc ça c'est un produit qui est fait par une boîte suédoise là, L6. Il y a les QR codes que vous pourriez prendre, mais ça vous aurez les liens si vous voulez faire joujou. Et puis qui donne en fait les temps de consommation. Donc en fonction du spreading factor, donc du débit, eh ben, on a une durée de vie plus ou moins longue de vos batteries en fonction du nombre de messages. Donc là par exemple j'avais pris comme exemple, eh ben, j'envoie un message toutes les heures, donc 24 par jour, qui vont contenir humidité, température, pression, un certain nombre de choses. Et puis c'est transmis, donc dans le plus lent, voilà, ça va tenir combien de temps? Ça va contenir 6 ans, et puis dans le plus rapide, ça va aller jusqu'à 18 ans. Quoi. Bon, c'est en théorie, bien sûr, parce qu'une batterie s'appuie. Alors, par contre, c'est la haut power. Ah, j'ai sauté les transports, je suis désolé. On va voir pourquoi c'est long range. Mais par contre, c'est quand même bas débit, quoi. C'est-à-dire, c'est pas des trucs qui vont servir à faire passer de la vidéo, du son, des choses comme ça. Quoique, parce que en fait, la charge utile, ça peut contenir des données qui ont été beaucoup compressées, notamment par des IA. Je prends une image, je reconnais à l'intérieur qu'il y a des personnes, des bagages abandonnés, des choses comme ça. Je regroupe ça, c'est, 3 octets. Et j'envoie ça au travers de mon réseau LoRa. Okay. Donc ça, nous, on l'a fait dans le cadre du parc des écrins pour compter des loups, compter des... compter des loups surtout. Voilà. Non, parce qu'il y a des sangliers, ça en envoie, mais on s'en fout, en fait. C'est les loups qui sont intéressants. Et du coup, vous voyez là, le temps... Alors, il y a un truc qui s'appelle le airtime, c'est le temps passé dans l'air pour envoyer le message. Quand vous êtes en SF7, vous êtes à 61 millisecondes. Quand vous êtes en SF12, vous êtes à 1 seconde 5. Et ça, c'est pour en gros un message dans lequel vous avez l'entête qui est liée à LoRa, qui sert de l'identité, le chiffrage, le MAC, un certain nombre d'informations qui sont des informations système, qui permettent de faire en sorte que vous êtes un objet dans un réseau. Et puis la charge utile de 12 octets, dans lequel, en gros, vous avez une position GPS, plus une température, plus une altitude, plus des 3 bricoles comme ça, l'humidité, température, bon, voilà. C'est bien compact, hein, on tasse. Hein. La position GPS, en gros, on va dire, 24 bits pour la longitude, 24 bits pour la latitude, c'est suffisant. Tac. Alors, donc là, ça veut dire quoi qu'on peut faire 24... Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que alors, un truc qui est intéressant aussi, c'est que vous transmettez vos informations sur des réseaux qui sont dites ISM. Donc, c'est des réseaux dans lesquels vous n'avez pas à payer plusieurs milliards d'euros pour obtenir l'exclusivité sur une bande de fréquence, comme le fait Orange et ainsi de suite. Donc, vous pouvez... utiliser le pré-commun, hein, le common, qui s'appelle une bande ISM, dans lequel c'est open bar, hein, il y a tout le monde dedans, hein, votre station météo, la télécommande de votre voiture, votre porte de garage, ainsi de suite, et puis les objets LoRa qui sont dedans. Okay. Donc il n'y a pas de coordination à l'intérieur, donc vous avez finalement un spectre qui est vraiment bien occupé. Et du coup, la réglementation dit, c'est pas open bar. Hein, vous n'avez pas à payer de licence, mais par contre, il faut un fair use de cet espace. Et donc, vous avez une règle de duty cycle quand vous accédez au spectre pour pouvoir transmettre et qui dit que vous ne pouvez pas émettre plus de 1% du temps. Votre airtime ne peut pas être plus d'1% du temps. Donc ça, c'est ce que disent les gens qui n'ont jamais fait de LoRa, qui n'ont jamais mis les mains dedans et tout ça, parce que la vérité... c'est 1% pour la bande G, donc en réseau LoRa, les objets LoRa, ils transmettent sur la bande G, ils transmettent sur la bande G1, et les gateways, elles ont droit en plus, c'est pas qu'elles ont droit, c'est qu'elles utilisent les 10% de la bande G4. Alors la bande G4, elle a un gros avantage, c'est qu'on peut pousser jusqu'à 27 dB l'émission, alors que là, c'est 14 dB. 14 dB, c'est 25 milliwatts. Hein. Voilà, 27 dB, c'est 1 demi-watt. Donc voilà, donc il faut comprendre ça.
Donc tout de suite, il faut dire, je ne peux pas faire passer les gros trucs, mais ça passe. On peut faire passer loin, profondément, mais lentement. Alors cet objet-là, c'est un objet qui est en haut de la tour Perret, qui est à Grenoble, hein, donc batterie comme ça, c'est celui-là. Enfin, c'est un même modèle que ce truc-là, vous voyez, c'est pas bien gros, hein, il y a juste une pile à l'intérieur, hein, en gros, il y a la pile dedans, ok. Et puis dedans, il y a la température, humidité, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, il y a un accéléromètre pour le déclenchement, hein, pour voir sa bouche. À la base, c'est un détecteur d'ouverture de porte. Okay. Bon, moi, je l'ai utilisé comme station météo en mettant en haut de la tour Perret. Alors, on voit l'évolution, là, j'ai pris les données il y a peu de temps. Et ce qui est surtout intéressant du point de vue du réseau, c'est ça. Okay, c'est de voir que cet objet-là, sur la durée de 7 jours, on a moins de 0,5% de perte. Ah oui, c'est quand même, on a de la perte, hein, faut pas rêver. Hein. Par contre, celui-là, il est déjà à 146 000 messages envoyés depuis le moment où on l'a installé, on a changé la première fois la pile. Okay. Alors le secret, c'est que justement, on est au data rate maximal, c'est-à-dire c'est là où on émet le plus vite, on est aux 61 millisecondes de temps d'émission. D'accord ? Donc, on n'épuise pas trop ses batteries, quoi. Puis l'autre bonne propriété, c'est que lui, il se retrouve entouré de pas mal de gateways qui sont opérés par le campus, enfin par l'université, enfin par mon labo, plus exactement. Et donc, on a ça. Voilà. Donc voilà en gros cet objet-là. Ces objets-là, moi je les mets un peu partout, notamment sur mon siège au bureau, là, comme ça je vois quand est-ce que je bouge, quand est-ce que je suis énervé, ou quand quelqu'un occupe ma place, parce que j'y suis pas. Voilà. J'espionne mes voisins. Alors, long range, pourquoi ? Ça, c'était déjà un des points sur lesquels on avait démarré la discussion. J'ai un collègue là qui opère des réseaux, notamment qui opère toujours d'ailleurs le refuge du goûter. Hein, elles sont belles les photos. Hein. Donc refuge du goûter, vous savez ce que c'est, non ? C'est le dernier bistrot avant de la montée pour le Mont Blanc. D'accord ? C'est pas vrai ? Si, on peut dire ça comme ça. Donc, voilà. Et donc, en fait, il se trouve que ces refuges sont surveillés par des équipements comme ça. Donc, vous avez celui-ci et ce capteur-là. Alors, en fait, ce capteur-là, c'est le même fabricant que ça. Et c'est le même design de chip qui est dedans, sauf que son facteur forme est un peu différent. Et ce que m'avait dit Pierre Dumois, il me dit « Ah ouais, nous, comme on est super-héros, et ben en fait, on avait été reçus par des gateways à l'époque où Bouygues Télécom opérait un réseau LoRa et publier la position des stations qui avaient reçu les messages, et dit, on a reçu des messages sur des stations de Strasbourg. Elle dit, ah ouais, c'est marrant, ce serait pas mal d'essayer ça à bord de ballons stratosphériques, on verra, pour tester les distances avec différents réseaux, des choses comme ça. Et c'est là-dessus qu'on s'est dit, tiens, ça pourrait être une technologie, 300 km, bon, le Léo, c'est 500 en gros, en moyenne, et donc on pourrait peut-être voir si on ne peut pas faire des communications spatiales grâce à ça. Alors ça, c'était... le problème, c'est que est-ce que c'est un message parmi 1000 qui arrive, ou alors est-ce que c'est un message tous les... on gagne à chaque fois. D'accord ? Est-ce que c'est quoi le taux de perte ? Ça, c'est un truc qui est important dans les réseaux, c'est quoi notre taux de perte ? Donc, on a fait des tests. Là, on a refait des tests encore avec cette gateway que vous avez vu là-haut, là. Pour le coup, on a un objet là, qui est floué dans le sens où il pense qu'il émet à une gateway qui est à côté. Enfin non, en fait, il n'est pas floué, il sait qu'il émet à cette gateway qui est juste à côté. Okay. Mais en réalité, il est reçu aussi par une gateway qui se trouve sur le Mont Blanc, la même gateway qui se trouve au pied de, justement, du refuge du goûter. Donc là, il y a 109 km en line of sight. Okay. C'est presque line of sight parce qu'il y a des nuages, il y a le mauvais temps, des choses comme ça. D'ailleurs, on voit la saisonnalité dans le taux de perte. Donc, il chuchote là. Vraiment, il part tout doucement. Il est à SF7, donc c'est communication rapide, c'est 68 millisecondes, là, par exemple, pour ces objets-là. Et puis, il est la puissance de transmission, c'est 2 dB, donc c'est 1,58 milliwatts. OK. Donc ça, vous avez le free space loss pour cette distance, ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on obtient ? Ah ben oui, 41% de taux de perte sur la durée d'expérience qui a dû durer 1 an, un truc comme ça, j'ai plus en tête les valeurs. Mais on voit la saisonnalité, par contre, du fait qu'il y a dans l'air de la présence de plus ou moins d'humidité qui vont atténuer le signal, quoi. Mais bon,
Ça veut dire qu'un message sur 2 passe quand même. Alors que le truc chuchote, quoi, à 100 km. Bon. Alors, ce qui se passe, c'est que dans l'Internet des objets, là, on a vu du terrestre, et vous avez quand même beaucoup de zones blanches sur la planète. Okay, donc ça, ce sont toutes les zones qui sont éclairées, et puis on voit que les zones qui sont en noir, c'est tous les endroits où il n'y a pas de réseau. Et néanmoins, c'est des endroits où vous avez besoin d'applications, l'Internet des objets, ou de communication, de secours, de tas de choses comme ça. Et donc, comment fait-on ? Il y a une solution, c'est de faire graviter les satellites, et puis de faire en sorte que ces objets-là, notamment celui-là, il est fait pour, ces objets-là vont communiquer avec un satellite, soit en passant par un relais qui a beaucoup plus d'énergie, ainsi de suite, soit en montant directement vers le satellite. Donc ces satellites qui peuvent être des orbites LEO, comme celle de Kinéis, ou la Luna Space, ou des orbites géo, comme celle d'EcoStar Mobile. Donc ça, c'est un kit qui est en EcoStar Mobile. Et puis après, c'est redescendu au sol, et puis il peut y avoir un va-et-vient. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi l'IoT par Direct to Satellite. Quelles sont les applications ? Là, j'en mets quelques-unes, dès qu'on va nous tester et utiliser. Donc, il y a la surveillance des glaciers. Alors, ça tombe bien, Jean-Michel était là hier. Donc, ce sont des photos qu'il a faites avec des capteurs de hauteur de neige. Alors, j'ai pas le temps de vous montrer les graphes, mais je les ai en temps réel. Je suis ces trucs. Tiens, si je vais vous montrer. Donc, ça, c'est ce genre de choses, quoi. Donc, ça, moi, je le mets dans mon bureau. C'est ma démonstration locale pour tester. Donc, c'est un capteur ultrason qui va mesurer périodiquement et va envoyer ça. Alors, pour l'instant, on n'a pas de satellite. C'est envoyé sur du terrestre. Notamment, là, c'est envoyé sur une gateway qui est comme ça. Donc, ça, c'est une gateway LoRa qu'on met à l'extérieur, qui subit le mauvais temps, ainsi de suite. Allez, 500-600 balles, ça coûte. OK. Pour celle-ci. Et puis, on a des collègues aussi sur le Mont Blanc, là, qui, eux, ont installé une gateway sur l'aiguille du Midi, avec une antenne un peu plus grande, ainsi de suite. Mais peu importe, c'était pour faire, pareil, du suivi de niveau de neige, avec une autre marque en termes de capteurs. C'est la même marque que ça, c'est des L6. Je suis en train d'y penser. Et puis voilà, quoi. Et donc, on remonte périodiquement le fait que les glaciers reculent et fondent, et ainsi de suite. Une autre application que nous, on utilise, qui est aussi un des sponsors de notre projet, c'est Air Liquide Advanced Technology, avec leur filiale Air Liquide Transport, où ils transportent de l'hélium. Comme vous savez, l'hélium, ça coûte une blinde, donc ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans leur cuve. Donc la pression d'hélium, la pression d'azote qui sert à refroidir l'hélium, le niveau, et puis des niveaux de GPS, des choses comme ça. Donc ça, c'est le type de mesures qu'ils veulent retourner, sauf que ça s'arrête actuellement à la 4G, et qu'ils aimeraient, et donc la 4G, ça veut dire c'est disponible uniquement quand vous êtes sur Terre et proche des ports, et après c'est mort, et donc ce qu'ils voudraient, c'est aller vers des réseaux globaux, ce qu'on appelle des LPWAN, et pouvoir monitorer ça, même quand ils sont au milieu de l'Atlantique, et ainsi de suite. Voilà. Une autre application avec l'Afrique, où il y a des collègues qui sont volcanologues, là, et qui font du monitoring. Alors pourquoi là ? En fait, ils sont sur l'Etna. Alors l'Etna, c'est l'avantage, c'est que c'est quand même bien entouré de population. 31% de la population. Non, combien c'est les chiffres là ? Ça, c'est leur pitch là. 50% de la population mondiale est à moins de 31 km d'un volcan. OK. Y compris à Clermont-Ferrand. Et 80% dans un rayon de moins de 60 km. Donc vous voyez un petit peu les gens qui vivent à côté d'un volcan, ils vivent quand même risqués, quoi, ils ont du courage. Et du coup, on a vu les événements qui sont passés, et eux travaillent sur la détection, justement, l'anticipation des éruptions, des choses comme ça, pour les alertes aux populations. Et le problème, c'est qu'il faut mettre les capteurs à l'intérieur des calderas. Vous ne pouvez pas mettre une infrastructure télécom sur les bordures et tout ça pour pouvoir, parce que de toute façon, un volcan, ça bouge tellement que tout est ratiboisé en un rien de temps, y compris les capteurs. Et donc, il faut passer par le ciel pour pouvoir faire ça. Et donc, il y a une expé qui avait été faite avec Kinéis pour des capteurs et avec EcoStar Mobile. Donc ça, c'est les démonstrateurs qui ont été mis. Ils y sont retournés cet été, mais ils se sont bourrés sur le voltage de la batterie, ils m'ont cramé mes tests. Et puis voilà, ils m'ont rapporté. Donc là, c'est un collègue qui se balade avec tous ses équipements sur le volcan, sur l'Etna.
Et puis notamment, il emporte ces petits trucs comme ça là, pour faire des tests. C'est joli, hein, les photos, hein, c'est eux qui les ont faites. Là. Bon, hop. Alors, de l'Internet des objets par satellite, c'est quelque chose qui existe depuis des années. Hein. Argos en est un, Iridium en est un, sauf que c'est des gros satellites. Et puis, généralement, les objets qui sont en dessous, c'est des gros objets, quoi, avec des grosses antennes. Donc, ça coûte cher, ça consomme beaucoup, et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est de passer par des satellites qui sont plus petits, des constellations de satellites, notamment en orbite Léo, parce que vous avez moins le phénomène d'atténuation du signal, hein, le Free Space Pass Loss, là. Et donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui se sont lancés là-dedans, Lacuna, Astrocast, Ecosar Mobile et Kineis. Voilà. Donc là, vous avez un kit Kineis, d'ailleurs, l'antenne a été faite par un collègue de Nice. Voilà, bon, je passe. Donc, en gros, ça marche avec quoi ? Avec des constellations, sauf que ces constellations, au départ, elles sont dites éparses parce que, en fait, les objets, ils ne sont pas en visibilité systématique d'un satellite. Ils sont obligés d'attendre et de dire, ah ouais, tiens là, hop, là, maintenant, je peux communiquer. Puis, je vais attendre un quart d'heure qu'il y en ait un autre qui repasse, et ainsi de suite. Donc, il y a des petits problèmes au départ, mais c'est des problèmes de bootstrap où on ne va pas avoir, comme ça, dans un claquement de doigts, une constellation complète. Voilà. Alors, le New Space, c'est quoi ? C'est l'espace pour les masses, hein. Donc on en fait partie, hein, les universités. Et puis, vous avez différentes gammes de satellites, plus ou moins grands. Donc là, vous en avez un qui est un 2U. Un 2U, c'est ce qu'on voit ici, là. Hop. Ça s'exprime en U pour ces satellites-là. Le U, c'est l'unité, c'est 10 cm par 10 cm par 10. Alors, le fait d'avoir standardisé ce truc-là, ça a permis de standardiser les composants qu'on met à l'intérieur. Ok. Ça a permis aussi de standardiser les pods dans lesquels on met le satellite en vue d'être expulsé et d'être transporté. Et puis le pod lui-même est standardisé pour être mis à l'intérieur d'un transporteur. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est ces technologies-là, c'est des technologies qui font partie de ce qu'on appelle la 6G. Hein, donc la 6G, c'est offrir une convergence entre ce qui est communication terrestre, 5G, et communication satellitaire. Et l'intérêt de ces technologies-là, c'est d'arriver à faire des constellations en bas coût, entre guillemets, frugales, pour des objets au sol qui sont aussi frugaux, en énergie. Bon, je passe. Bon, il y a dans cette 6G, il y a aussi un nouvel acteur qui intervient là, qui sont les APS. Donc ça s'appelle APS, c'est pour l'acronyme pour soit High Altitude Pseudo Satellite ou High Altitude Permanent System. Donc ça peut être soit plus lourd, plus léger, clair. Ça permet de couvrir momentanément une zone blanche. Hein, ça n'a pas vocation à rester pendant des années à un endroit. Pour des réseaux pour notamment des réseaux événementiels, des réseaux d'urgence, ou des réseaux tactiques. Hein. Bon, ça c'est la guerre. Bon, il n'y a plus de guerre, ça va. Et puis ça permet de mettre en place un relais, par exemple 5G ou LoRa One à haute altitude pendant quelques semaines. Alors, il y a des tests qui ont été faits au Rwanda, au Japon, Canaries, au-dessus des États-Unis. Ça c'est le célèbre ballon chinois. Ok, et puis là, vous avez deux produits français, donc le Stratobus et le Zephyr, enfin c'est anglo-français là. Donc le Zephyr, c'est un plus lourd que l'air qui reste, et le record qu'ils ont, c'est 49 jours, je crois. Bon, après, ils l'ont perdu. Bon. Alors, SingSat, pour revenir sur ce qu'on fabrique là. Waouh! Il reste combien là? 3 minutes? Un peu plus, parce que tu as commencé en retard. Ah, c'est gentil. Allez, t'as encore 7 minutes. Ouais, ok. Alors, rapidement, SingSat, nous, c'est un véhicule de recherche qu'on a autour de justement de cette modulation LoRa et puis LRF-HSS, où on va faire un certain nombre d'expérimentations. Donc, ça peut être soit de la qualification du lien radio que l'on a entre le sol et l'espace, et puis on essaye aussi d'imaginer de nouveaux services qui peuvent être, c'est plutôt démontré au travers de ces choses-là. Donc, un des premiers services, c'est d'implémenter le fait qu'un objet va émettre un message au-dessus vers un satellite qui est dans une zone isolée, que le satellite va capturer le message,
va éventuellement le filtrer en disant bah, c'est pas dans mon réseau poubelle, et puis va le répéter soit immédiatement vers le sol, soit se déplacer, et puis quand il sait qu'il est au-dessus d'une zone qui est habitée, dans laquelle il y a des stations de sol, et ben il va redescendre le message, ce qu'on appelle du Store, Carry and Forward. Donc le satellite, c'est une sorte de mule à message. Et on s'intéresse, alors vous ici vous vous intéressez à la distribution du temps, ben c'est aussi pour pouvoir synchroniser du temps sur des objets LoRa comme ça, qui peuvent être dépourvus de GPS, parce que le GPS ça coûte cher aussi, et puis c'est pas sécurisé au sens où on peut vous leurrer. Et puis donc là l'idée c'est de faire du Lidl du Léo PTN, ce qu'on avait vu hier, donc il y a des gros acteurs qui se mettent là-dessus, nous aussi forcément, mais c'était d'ailleurs un des use cases qu'on avait imaginé dès le départ avec Mathieu, et c'est pour ça qu'on avait embarqué Gorgie Timing dans les mécènes de ce projet. Voilà. Et puis également du two-way ranging, c'est-à-dire la possibilité soit de géolocaliser des objets qui sont au sol, soit de géolocaliser des objets, des choses comme ça, en utilisant justement des communications à double sens, comme ça a été décrit hier. Voilà. Et puis, évidemment, l'idée, c'est de démontrer ça au travers de cas d'usage. Donc, des bouteilles d'hélium, enfin, c'est plutôt des containers d'hélium qui sont sur des vaisseaux avec Air Liquide Maritime, des fermes de poissons avec l'Université de la Polynésie française, monitoring de glaciers avec l'IPEV, enfin, c'est surtout avec Jean-Michel Fried, de faire des stations microclimates, donc de microstations pour des détections des vagues de malaria au Cameroun, avec des collègues de l'Université Yaoundé 1, et puis ainsi de suite et ainsi de suite. Et puis ça, je l'ai rajouté hier, tant qu'à faire. Bon, c'est déjà quasiment dans le code, j'ai déjà au moins les messages, tout ça. Hop, c'est fait. Voilà. Donc, je vous rappelle, c'est Emergency Warning Satellite Service, ce qui est fourni par Galileo, qui coûte quelques milliards. Moi, je vous l'offre pour pas cher. Lidl, je vous dis, Lidl, mais c'est de la qualité. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Quoi. Voilà. Le principe, il est le suivant, c'est que du store and forward, c'est quoi? Carrying and forward. Je récupère les paquets, je me déplace, je réémets les paquets vers le sol, et puis je continue. Bon, en plus, on peut faire de la mise à jour de firmware sécurisée du satellite, et puis je peux redescendre évidemment des messages vers les objets, à condition que ceci écoute. Donc ça veut dire qu'il faut les synchroniser, il faut qu'on leur diffuse les TLE des satellites, la constellation, ainsi de suite. Bon, il y a plein de choses à faire. Bon. Ok, allez, ça c'est l'animation pour vous expliquer. Hop. Alors, déjà, pour mettre en place un projet comme ça, il y a différentes phases. Une des premières phases, c'est de regarder, on a observé qu'il y avait un message qui était arrivé à 300 km. Est-ce que c'est 1 parmi 1000 ou c'est 1 parmi 2 ou 1 parmi 1 ? Okay ? Et donc pour ça, on a mis en place des sessions d'expérimentation. On a mis à bord des objets LoRa à bord de ballons stratosphériques qui sont envoyés depuis le CNES, la base de R sur Adour sur le CNES. Et puis on a regardé en gros qu'est-ce qu'il y avait comme message qui arrivait quand on était en fenêtre de visibilité. Et par exemple, toujours avec la gateway qui se trouve en haut du refuge du goûter, et pendant la fenêtre de visibilité, ASF12 bandwidth 125 et en puissance TX14, on avait moins de 30% de perte. Donc c'est quand même un bon signal. Ça veut dire que vous répétez 2 fois, vous êtes à tous les coups bon. Ok. Bon, vous dépensez 2 fois plus d'énergie, mais ça marche. Voilà. Alors, on a ensuite designé une première mission de carte avec un nouveau chip qui était sorti par Semtech. On a discuté, on a fait une réunion, d'ailleurs c'était avec Gorgie Timing, tu étais là. Puis on dit, pourquoi vous n'utilisez pas ce truc-là, ça vient de sortir, on vous sort les kits. Et puis il dit, ok, d'accord, rock'n'roll. On met ça sur la carte, tac, clac, clac, designé par des étudiants pendant le Covid, je ne vous explique pas la pression, avec rupture de tous les composants qu'il y avait, ainsi de suite. Ça a dû être, c'est presque tombé d'un camion, ces composants. Bon, ils nous ont été donnés par Semtech, mais même Semtech n'arrivait pas à récupérer ses propres composants auprès de nous. Compliqué. Bon, bref. Donc, on partait du proto, ensuite on a fait un engineering model, ensuite un flight model. Ok, le flight model, oui, je l'ai là. Il faut que je vous le montre. Punaise, il est où ? Quand même,
Ouais, pour 3000 balles, rien que pour poser les composants sur les PCB. Hein. Donc faites-y gaffe. Je vais passer. Et puis, donc ça, on l'a mis à bord d'un CubeSat d'une entreprise qui fait du Blablacar de l'espace. Donc c'est SAT Révolution. Alors Blablacar de l'espace, c'est qu'en fait, ils ont 8 sièges passagers. Bon, ils en occupent 4 avec une caméra. Et puis, ils revendent les 4 autres. Donc nous, on a pris une place. Ok, donc on voit la place là, donc il s'est mis dans le satellite avec notre antenne, la belle antenne designée par Tan, là. Elle arrache un peu quand même. Ça a été mis dans la boîte pour être livré à Momentus, qui est notre transporteur, hein, qui prend le pod et puis qui fait l'expédition, sauf qu'à un moment donné, Momentus, la FAA, donc l'agence fédérale américaine de l'aéronautique, a dit... Momentus, vous partez pas avec SpaceX parce que vos chairs sont principalement russes. Ah, donc déchargement du satellite, on est reparti ensuite avec D-Orbit, une autre entreprise. Voilà, donc là on voit décollage de là, et puis comment le transporteur de D-Orbit expédie les CubeSats sur leur orbite. Voilà. Bon, cette orbite, en fait, ça a fini par foirer parce qu'on n'a pas eu le temps d'approvisionner. Le satellite a été détruit au bout de 9 mois. Enfin, ils ont perdu la communication dû à un éblouissement solaire. Donc on s'est dit, c'est pas grave, on recommence. Ok, donc on a refait un design d'une nouvelle carte avec les nouveaux processeurs. Ceux-là, ils ont l'avantage, c'est qu'ils peuvent faire justement du time stamping hyper fin, mais on n'a pas accès au PPS du satellite. Donc on devait embarquer sur ce beau 8U et finalement on a été déclassé et on est passé sur un 3U de Stork 8 qui est le précédent. Et puis donc là, retard, on espère voler en année 2025. Voilà, on est parti pour quoi. Ah oui, question, voilà, tout le firmware, en fait il fait à peu près 200K sur cette machine, ok, sachant que c'est un processeur qui a un maximum... 192 kilo-octets de RAM. Quoi. On fait tourner sur des petites choses. Quoi. C'est une gateway complète avec plein de missions, plein de trucs complexes. Même on a tellement de place là-dessus qu'on s'est dit tiens, on va mettre un réseau de neurones pour pouvoir faire de la maintenance prédictive avec les accéléros, les capteurs de température qu'on a mis en rap dessus. Quoi. Voilà. Bon, je passe, test. Ça consomme pas des masses. Hein, ça, c'est un truc qui est important parce que dans l'espace, hormis que si vous criez, on ne vous entend pas, c'est que chaque gramme compte et coûte. Et les grammes, c'est les grammes des panneaux solaires et des batteries. Et donc là, en gros, en régime de croisière, ça consomme à peu près 350 milliampères-heure quand on est en réception. Et puis dès qu'on commence à émettre, évidemment, on consomme un peu plus. Et on peut consommer jusqu'à 1 watt, c'est ça, non ? Ouais, jusqu'à 1 watt quand on transmet à 27 dB. Donc là, on se met à patater à mort. Ce qu'on voit, c'est la règle du milieu, là, la plus haute. Mais on n'est pas obligé de hurler, hein. On peut parler moins fort. Et voilà. Tac. Donc ça, on s'en fiche. Je terminerai là-dessus. Donc ensuite, toujours dans cette histoire de faire de la distribution du temps, vu que c'est quand même l'objet du truc. Ici, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même les satellites sont brouillés par le sol. Là, c'est par exemple une publication qui est assez récente, là, qui montre que sur des satellites, Léo, il y a sur des récepteurs qui sont à bord de satellites, il y a des zones du globe où il y a du brouillage. Vous voyez, c'est bizarre, c'est autour de quoi là ? De la mer Noire. Ok. Voilà, si votre satellite a besoin d'une base de temps, d'une base de position, précise, c'est mort. Quand vous passez dans cet endroit-là, vous dites, non, je peux rien faire. C'est bête, c'est quand même à côté de l'Europe, c'est dans des endroits où on a besoin de ces services-là. Voilà. Donc il faut savoir que vous avez ce problème-là. Et puis que, vous pouvez avoir aussi, a priori c'est un projet russe, mais c'est peut-être un fake, où ils prévoient de faire un brouilleur depuis l'espace. Ça c'est l'équipement suivant, c'est plus le camion, là, c'est le satellite. Ok.
Alors nous, on s'intéresse à ça. Alors il y a plusieurs bonnes propriétés dans les composants qu'on utilise. C'est qu'ils sont capables d'écouter sur des canaux qui sont en parallèle. Donc on peut faire des algorithmes de two-way ranging en utilisant sur plusieurs canaux pour éviter que les gens se marchent sur les pieds. Donc on peut initier de façon aléatoire les algorithmes de positionnement entre soit des E5 CubeSat. Alors plusieurs raisons. Soit parce que vous faites pas confiance au GPS, ouais. Soit parce que vous êtes dans un endroit où il n'y a pas du GPS. Un endroit où il n'y a pas de GPS, c'est où? La Lune, Mars. D'accord? Donc ça vous permet de positionner relativement vos satellites les uns entre les autres dans votre essaim. Hein. C'était les questions que je posais avec les collègues là, qui faisaient des horloges pour les satellites hier. Donc vous envoyez ça et puis après vous faites vos calculs de distance et puis en fait pour faire vos calculs de distance vous avez besoin de soit vous faites des allers-retours et vous connaissez bien le temps que vous passez dans l'intertemps entre les trucs, soit vous utilisez éventuellement alors évidemment ce satellite il peut avoir des références au sol, hein, ça peut être une référence sur une base lunaire ou un truc comme ça. Et puis, ça peut être aussi, nous, on s'en sert également pour des apps, sachant que le premier test démonstrateur qu'on a fait, c'était à bord de ballons stratosphériques qu'on voit ici, hein, 3 ballons, plus une gateway donc qui partent de Air sur Adour, et une gateway qui se trouve sur le Mont Blanc. Alors, c'est pas la même que l'autre, hein, c'est une qui est sur l'écu du Midi, qui a été mis par nos collègues de l'IGE, là. Pour leur glacier là, et puis voilà, on construit une nacelle. Vous savez avec quoi c'est construit la nacelle là? C'est du frugal, et ça marche super bien. C'est de la high-tech ça. C'est des bacs à poissons là, de la poissonnière Les Canals là, qui est en ville, qu'on remercie d'ailleurs, et qui servent à mettre tous nos capteurs qu'on met à l'intérieur dedans. Donc là vous voyez ici notre proto-board de test, hein, qui est exactement celle-là. Ok, qui là exécute, je m'en sers pour tester la prochaine mission LoRa, hein, pour développer le code. Et donc ça a été mis dedans pour pouvoir faire nos tests de trucs. Alors nous, l'idéal, ce serait d'avoir une horloge atomique à bord de satellite. Donc on a des étudiants qui ont déjà travaillé sur le proto, donc maintenant on quémande pour avoir... alors l'horloge atomique, on devrait pouvoir arriver à l'acheter. Mais ce qu'il faut acheter maintenant, c'est un billet pour partir dans l'espace, quoi. Donc ça, c'est l'étape suivante. Mais on voit notre gateway LoRa, l'horloge atomique. Pour l'instant, c'est une microchip, mais ça pourrait être une Cyrlink Thales bientôt. Toujours notre STM32, le bus PC104. Donc ça, il n'y a plus qu'à acheter ça, fabriquer ça, et puis trouver une place à bord d'un CubeSat. Voilà. Merci pour votre attention. Et puis, si vous voulez savoir, voilà. Comme on a pris un peu de retard et qu'on ait quand même une pause café, ce que je vous propose, c'est qu'on aille prendre la pause café, puis vous pourrez déjà commencer à discuter avec Didier, et puis on passera aux questions après dans la discussion générale. Alors je vous propose qu'on structure la discussion en 2 parties. D'abord que vous puissiez poser des questions à Didier sur son intervention tout à l'heure, et puis ça initiera en fait finalement la discussion générale sur plusieurs points. C'est comment on continue à travailler ensemble dans le futur et quelle suite on donne à ce colloque qui a été très riche. Et puis voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à Didier. Il est prêt, il n'a pas rangé ses jouets. Donc, moi j'ai une première question qui est effectivement actuellement comment s'opère via le transfert de temps entre les objets et les gateways, principalement puisque c'est là que se situe la... Alors en fait, actuellement, hein, dans la spécification LoRaWAN, il y a 2 possibilités de transférer du temps. Voilà, il y a 2 possibilités de transférer du temps. Attends, je fais diaporama, ouais, c'est ça. Donc ils ont prévu des champs spéciaux dans les messages. Donc les messages, il y a une partie qui est, on va dire, qui sert à la couche MAC, d'accord, qui sert
à identifier les objets, les sécuriser, et puis rajouter des paramètres qui vont permettre de configurer la couche MAC de l'objet. Ces paramètres, notamment, c'est de dire tu parles moins fort, tu parles plus vite, ainsi de suite. Tu rajoutes ces canaux-là, parce qu'au départ, il n'y a que 3 canaux qui sont donnés, que l'objet connaît, et sur lesquels il va tenter de rejoindre un réseau. Le réseau qu'il connaît dit, tiens, je te donne une identité dans mon réseau, et puis je te donne en plus ces canaux supplémentaires. Donc tout ça, ce sont des choses qui circulent, font partie de la couche MAC. Et puis, il y a des champs qui sont faits pour distribuer de la donnée à cet objet. Et donc, à ce moment-là, la couche MAC, elle va pouvoir configurer la RTC de l'objet, la real-time clock de l'objet. Donc ça, c'est distribué comme ça. Il y a une autre manière de distribuer, c'est une distribution qui est en broadcast, qui se fait au moyen d'un beacon qui est envoyé toutes les 128 secondes par les gateways. Alors, ils n'envoient pas au même moment parce qu'il y a un seul canal. Donc, elles se répartissent en gros le temps. Et puis, elles balancent ce message toutes les 128 secondes. Et en fait, ce message, c'est un message de synchronisation qui permet notamment aux objets de recaler leur horloge parce que certains objets, ils ont un comportement du point de vue de la couche MAC qui est de se réveiller 8 fois toutes les 128 secondes pour pouvoir écouter le réseau et savoir s'il y a un message qui arrive et qui leur est destiné. En fait, il y a 3 comportements d'objets. Les objets dits de classe A qui envoient un message, s'endorment, se réveillent une seconde après, écoutent. S'il n'y a rien, ils s'endorment, ils se réveillent encore une seconde, il n'y a rien pour moi, je me rendors jusqu'à un événement se produise. Cet événement, ça peut être cet objet-là qui est secoué, on est en train de me voler, j'envoie un message, ou tiens, au fait, ça fait 24 heures que c'est écoulé, tu m'envoies un index de compteur électrique et puis tu l'envoies. Pendant ce 24 heures, il n'y a pas moyen de contacter l'objet. Et puis, il y a autre chose qui sont les objets dits de classe C, où ils sont en écoute tout le temps. Sauf que, écouter, ça consomme. Donc, ça veut dire que ce sont des objets qui sont plutôt des objets surprises ou avec un panneau solaire, des choses comme ça. Mais à tout moment, on peut les joindre, on peut leur envoyer un message. Sauf quand ils se mettent à émettre. C'est ballot, mais ça peut arriver. Et puis, il y a un niveau intermédiaire qui s'appelle le classe B, où en fait, tous les 128 divisé par 8, on va se réveiller pendant quelques millisecondes et puis écouter et se rendormir aussi sec. Ce qui fait qu'on a un compromis là-dessus. Et là, en fait, le message de synchronisation qui permet de recaler l'horloge de l'objet avec celui de la gateway, qui lui synchronisé par du GPS, c'est sur le PPS du GPS tous les 128 qui s'est envoyé, il va recevoir ce message. Mais ce message, dans le premier cas, le message où on envoie des messages à la couche MAC, c'est sécurisé parce qu'en fait, chaque message est authentifié, mais c'est destiné à un seul objet ou à un groupe d'objets. On peut le faire aussi en broadcast. Et puis, celui du beaconing, là, par contre, il y a 0 sécurité, Voilà. Donc, on peut le flouer, typiquement. On peut flouer ces gateways, donc à ce moment-là, on va commencer à décaler justement ce truc-là. Il suffit de décaler de quelques secondes et tous les objets sont... en fait, le système ne pourra plus contacter les objets classe B. Parce que ça tapera tout le temps au moment où où les objets sont endormis. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que c'est distribué. Et puis, il y a une autre manière de faire. Donc, c'est encore une couche applicative. C'est au niveau des applications. Mais ça permet de faire du recalage de trucs, mais finalement, c'est pas si utile que ça parce qu'on peut le faire à l'intérieur on peut le faire grâce aux aspects Mac, Mais en gros, c'est comme ça que c'est fait. Et du coup, à ce niveau-là, on obtient quel degré d'exactitude ? Ça va dépendre en gros de ton network server qui est derrière. Et qui va avoir une logique qui va justement essayer de caler, de prendre les retards, et ainsi de suite. Bon, après, ce qui se passe, c'est que on est capable d'envoyer les messages, ils sont toujours envoyés sur des compteurs qui sont précis à la microseconde. D'accord ? Donc, la précision des compteurs qui sont internes au gateway, ces trucs-là, c'est la microseconde, et on dit, sur cette microseconde, tu m'envoies un message. Et donc après, si on sait quel est le décalage de l'objet et ainsi de suite, on est capable d'inférer et ensuite de se dire, j'envoie le message
Et puis ça va prendre le temps de propager jusqu'à l'objet, hein. Donc l'objet il peut être à 3 mètres, 30 mètres, 300 mètres, 300 km, 3000 km, ok. Et donc il faut effectivement, il y a cet aspect qu'il faut prendre en compte, de dire la gateway, enfin le network server, il peut savoir où se trouve l'objet, à quelle distance en gros il se trouve de la gateway, et donc de pouvoir recaler assez finement le temps de propagation. Voilà. Mais bon, en pratique, la précision, elle est mise à l'intérieur, mais c'est pas des trucs qui vont descendre à la microseconde ou à la nanoseconde. Enfin, si on arrive à déjà quelques dixièmes de seconde, c'est pas mal, quoi. Je veux revenir à une autre question, qui est la question de lancement. Tu as dit que ça devrait partir au mois d'avril. Ouais, 2025, ouais. Vous partez avec qui? Alors, donc on est toujours notre Blablacar, c'est toujours SAT Révolution. A priori, le transporteur c'est Momentus. Bon, ils ont réglé leurs problèmes de share, blablabla. Hein, donc les investisseurs russes ont lâché les parts et tout ça, quoi. Bon, sachant que c'est une boîte californienne, les gens sont en Californie, ainsi de suite. Mais bon, voilà. Et puis le lanceur c'est SpaceX. Rideshare 12 ou je sais plus combien. Non, pas sorti. Donc du coup, à quel moment il faut qualifier, il faut installer? Et début janvier, l'antenne n'est pas faite. Il faut refaire l'antenne, quoi. Voilà. Parce qu'on a en fait la blague qu'ils nous ont fait, c'est qu'on avait tout terminé, tout ça, tout bon. Et finalement, vous n'êtes plus sur un 6U, vous êtes sur un 3U. L'antenne, elle a été designée pour un plan de masse qui est celui d'un satellite 6U. Et du coup, il faut tout rechanger, quoi. Tout changer, il faut changer beaucoup de choses, quoi. Et donc, il faut refabriquer tout ça. Et puis, en fait, Train va nous dire, on vous met là ou là. Ouais, bon, finalement, c'est là, quoi. Bon. Mais on ne sait pas encore où on met la carte. Mais il y a un câble entre la carte et l'antenne. Donc. Ils sont un peu rudes pour ça, cette révolution. C'est un peu à l'arrache, voilà. Il y avait un truc que j'ai oublié de dire. Ici, il y a un truc qui est intéressant. Ça, c'est la gateway qui est sur le toit du CESUG. Donc déjà, c'est une gateway qui fait du TDOA, donc qui fait du timestamping à la nanoseconde. À la nanoseconde. C'est la précision du PPS qui va conditionner ça. Et puis, en fait, juste à côté, derrière, vous avez une antenne dôme qui est une antenne GNSS RTK. Donc le RTK, c'est le GPS centimétrique. Et donc ça, c'est censé devenir une des bases de référence pour Grenoble de Centipede, qui est un réseau collaboratif de bases RTK. D'accord ? Le RTK, c'est un système dans lequel, vous connaissez ou pas, non ? Non ? Alors le RTK, c'est du GPS centimétrique. Alors comment on arrive au centimètre ? Pourquoi en fait on n'a pas le centimètre avec le GPS ? C'est essentiellement qu'il y a des perturbations qui sont dans la très haute atmosphère, la troposphère, qui font que le signal, en fait, il va être ralenti. Et ces choses-là, c'est pas des trucs qui sont constants, c'est vraiment dépendant de ce qui se passe là-haut, ainsi de suite. Et donc, il existe en fait des modules GPS qui sont dits RTK et qui ont cette capacité déjà à mesurer justement ce qui se passe en haut, entre la constellation, dans la troposphère, et puis elle. C'est la troposphère, c'est pas l'ionosphère. Je sais pas, mais j'ai des conneries. Non, je crois que c'est la troposphère. Je peux vous montrer les schémas. Okay. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous montrer le principe là, parce que ça, c'est intéressant comme truc, parce que là, pour le coup, là, centipède, boum. Donc ça, c'est ce réseau. Alors, on peut prendre le. Voilà. Donc en fait, ces bases de référence, elles vont mesurer, elles connaissent leur position précisément. Je vous dirai comment on connaît sa position précisément ensuite. Elles connaissent précisément au centimètre près leur position. Elles mesurent en fait les déformations qui se passent là-haut. Troposphère, ionosphère. Il y a les deux, j'ai l'impression. C'est marqué là ou pas là ? Oui, regarde à droite, il y a les deux, je pense. Ah bon, ok. Et puis ensuite, ce qui se passe, en fait, elles vont diffuser ces informations-là vers un serveur central qui est ce qu'on appelle un caster N-trip. Il en avait parlé hier, Jean-Michel. Il avait dit à un moment donné N-trip, blablabla, quand il faisait ses expés. Et donc c'est diffusé. Et en fait, vous avez ensuite des rovers. Donc ça, c'est ce qu'on voit déjà des fois les mecs là dans le BTP avec
leurs cannes et leurs antennes dômes. Et puis ils ont un petit module qui est le récepteur, et lui va récupérer les informations justement de ce caster qui diffuse ces informations de correction, et à ce moment-là va pouvoir corriger sa propre position locale. Alors ce correctif il est valide uniquement dans un rayon de 30 km autour de la station de base. Et en fait on perd 1 cm de précision tous les 10 km. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler là récemment aux informations. Je ne sais pas si vous êtes de la génération, on regarde encore les informations dans l'ORTF. Là, non okay. Il y a des vols de GPS, de matériel agricole. En fait, c'est des GPS RTK. Parce que maintenant, le paysan, il se met dans son fauteuil, il appuie sur un bouton, il dit tu me tires un trait comme ça de 10 km et tu me fais un rail avec 1 cm de précision. Donc c'est du matos qui coûte 20, 30, 40 000 euros, alors que dedans, le module, il coûte 200 balles. Voire même, on nous en a filé, ça coûte 40 balles maintenant. D'ailleurs, on retrouve ça dans des tondeuses électriques, les tondeuses sur pile, pour éviter de raser les rosiers et tout ça, on a besoin du RTK, de couper. Ouais. Merci Didier. Comme tout à l'heure, tu m'as appris un truc là, qui était que la position en LoRa était transmise que sur 24 bits. Et ça, alors non, c'est un peu différent. Mais bon, on va oui. Ça nous mènerait en fait au fait qu'on ne peut pas se positionner mieux que quelques mètres. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, comme on va radiner dans l'encodage du message, et ben on se dit avec du GPS standard, normal, 24 bits pour coder la latitude et 24 bits pour la longitude, c'est largement suffisant. Bon, évidemment, avec du RTK, comme tu redescends, là, tu as besoin de 32-32. Voilà. Donc, tu radines pas. Ah, donc voilà, c'est souple, on peut en mettre plus sur eux. Ah, ben c'est toi qui définis le codage de ta position dans ton système. Alors, dans LoRaWAN, tout ce qui traîne dans la spécification, c'est sur 24 bits et 24 bits. En fait, ils font une quantisation du flottant qui va de moins 90 à 90 pour la latitude et de moins 180 à plus 180 pour la longitude. Ouais, j'ai vite fait le calcul là tout à l'heure, ça fait quand même quelques mètres, j'ai l'impression. Ah oui. Mais quand on veut redescendre, il faut augmenter la précision avec évidemment le truc, quoi. Voilà. Ah oui, mince. Donc ça, c'est intéressant comme truc parce que en fait, les coûts, ils sont en train de tomber, ces outils. Donc, ce qui permet d'avoir... Alors, du coup, a priori, ça, j'en sais rien, j'avais posé la question à Jean-Michel, mais il m'a répondu avec un et je n'ai pas entendu la réponse, ou je ne l'ai pas comprise. Donc, voilà. Mais a priori, ça va permettre aussi d'améliorer, je pense, mais vous allez peut-être me le dire, parce que moi, je ne suis pas un expert, le PPS qui est généré qui est synthétisé par le module GPS RTK. Bon, d'après ce qu'on voit dans le papier, c'est le cas, mais voilà, c'est dans les datasheets, il faut savoir les lire. Moi, il y a quelques mois encore, je ne savais pas ce que voulait dire RMS derrière. Donc, disons, j'avais dû l'apprendre, mais je l'ai oublié, quoi. Tu sais, moi, j'oublie. Voilà. Allez, je suis pas... Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Didier? Non, mais j'aimerais poser une question à Eric. Voilà, ça, on va initier la discussion générale. Vas-y, Constantin. Pour revenir à la discussion sur la précision sur fréquence, aujourd'hui, on commence à s'approcher à 10 ou en 18, si ma mémoire est bonne, et l'enjeu, c'est de construire le réseau entre les différents ordinateurs quantiques à l'échelle le plus globale possible avec les transmissions satellites. Juste pour comprendre comment on arrive à ne pas dégrader la précision à cause de tous les problèmes de transmission du signal dans l'espace, la qualité d'atmosphère, tout ce qu'on veut, comment on regarde. Je pense que les deux, en fait, ne sont pas connectés. Si on arrive à intriquer les capteurs, ils ne vont pas faire l'intrication instantanément. Mais parce qu'à un moment donné, il faut
faut établir évidemment l'intrication, et là il y a tout ce phénomène comme le Doppler que tu mentionnes, qui est un problème important à prendre en compte. Une fois si on réussit à faire cette intrication pour le capteur, comme ils sont intriqués et à un moment donné, ils sont corrélés. C'est ça qui est important. C'est la corrélation qui est plus importante que l'implication qui est une dégradation. Et la deuxième question, je n'ai pas retenu un peu le... Si je peux quand même ajouter un point, c'est que les 10.18 dont on parle pour les horloges, c'est des problèmes d'exactitude. Okay, l'intrication de quoi que ce soit qu'on veut, ça n'améliorera que la stabilité, jamais l'exactitude. Okay. D'accord. Très bien. Voilà. Donc, et en fait, la stabilité à court terme des horloges, je pense que 18 c'est 10.16. D'accord, ok. Donc, il y avait une autre question. Oui, donc on va plutôt sur 10 ans 14 peut-être. Et pas retenu le planning de toutes ces opérations, si tout se passe bien, à quel moment... À qui demander cette question? Tu auras, je pense, beaucoup de réponses différentes. Quand on a écrit le premier article, je rappelle, on a dit le calendrier de 5 ans à 15 ans. Je pense qu'il faut aussi penser sur de plus longue échelle encore de tous ces composants qui viendront disponibles. De force, s'il y a une rupture quelque part, ça va très rapidement monter. Actuellement, on a beaucoup de l'état de l'art sur les mémoires quantiques, par exemple, qui sont un des gros freins sur le développement d'un réseau d'Internet quantique. Après, il y a la question des débits sur ce type de réseau, ceux qui sont limités finalement par la communication classique qu'on doit faire pour effectuer cette opération unitaire à la fin. Donc, comme Mathieu a bien expliqué. Et là, donc, il y a aussi des enjeux qui ne permettent pas en fait des débits très importants. Donc, oui, il y aura sûrement des gros développements, je pensais ici 5 à 10 ans, si on va arriver à construire quelque chose qui ressemble à cette Internet quantique, à cette échelle de temps, moi je le doute. Je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps que ça. Et tu veux commenter On avait fait le projet RIX, on avait donné au ProRIX, on donnait des requis pour les mémoires quantiques qui étaient très optimistes, même dans le court terme. Et aussi dans les moyens termes, c'était un peu optimiste, c'est quand on avait besoin. Donc, ok, ça, il est en train d'évoluer, les domaines. Je ne suis pas sûr que pour le moment actuel, on a des mémoires, je ne sais pas combien de photons on peut stocker dedans. Je pense qu'il y a assez limité le nombre de photons qu'on peut stocker, des états quantiques qu'on peut stocker. C'est limité le temps dans lequel on peut les stocker. Et après, on a des problèmes aussi dans dans la fréquence des photons. Parce que là, le problème, c'est que la fréquence du photon qu'on doit stocker, ça doit matcher la fréquence de la transition qu'on utilise dans la mémoire. Donc, il y a, je pense, beaucoup d'enjeux technologiques à résoudre pour les mettre dans un réseau au satellite. Il y a beaucoup d'enjeux aussi pour les réseaux terrestres, mais c'est un peu plus sombre dans les réseaux terrestres. Parce que déjà, tous les problèmes des effets Doppler, de bandwidth, ils sont bien plus critiques sur les satellites. Et dans votre tête, vous envisagez des prototypes, des expériences avant? En fait, il y a des prototypes de mémoire. Il y a des mémoires qui sont actuellement construites.
hein, ils ont une fatalité qui est tellement basse qu'on ne peut pas réellement les utiliser dans un réseau Internet quantique. Hein, ou le temps de stockage est trop, on parle de 10 microsecondes, quand nous on a besoin de millisecondes, ou plutôt, on ferait bien quelques centaines de secondes, la durée que le satellite passe au-dessus d'une station sol. Donc il y a toutes ces contraintes qui sont des fois en fait pas compatibles. Hein, on va pouvoir améliorer un, et donc si on lit les articles, on dit ah mais on arrive à plusieurs centaines de millisecondes. Et on arrive à montrer de mémoire avec une fidélité de 99%. Donc tout est résolu maintenant, mais ça marche probablement jamais pour le même type de mémoire. Donc on a des compromis à faire et on attend en fait réellement une rupture dans le développement de cette mémoire pour pouvoir commencer à mettre ça en marche. Après, il y a des mémoires qui stockent le photon quand ça arrive. Ils le relâchent à un temps déterminé. Il y a d'autres mémoires qui annoncent que le photon est arrivé, ce qui est très important de savoir quand même. D'autres qui ne l'annoncent pas, et d'autres qu'on va pouvoir déclencher au moment donné. Et donc il y a toutes ces demandes imposées qui sont quand même très très contraignantes, très sévères. Et là, même malgré le progrès fait les dernières années, moi je ne vois pas que ça va donner quelque chose qui va venir. Maintenant, c'est le temps qu'on va pouvoir construire notre réseau, surtout donc un réseau satellitaire. Parce que là, il y a effectivement ce problème de compatibilité des fréquences large bande d'un côté et haute résolution temporelle de l'autre, qui ne sont pas compatibles. Et on sait quel est le programme des Chinois? Je sais qu'il y a les programmes, les idées qu'ils ont. Mais par exemple, ils ont déjà mis la source impliquée sur satellite, mais ils ont juste fait des expériences de, on pourrait dire, distribution quantique décret. Ils n'ont pas utilisé cette source pour faire vraiment l'expérience des réseaux quantiques. Et je pense que c'est parce que simplement c'était pas bien adapté à ça. Si c'était possible de le faire, à mon avis, ils auraient fait. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient avec cette source-là. Mais je pense que les problèmes technologiques qu'on avait dit des effets Doppler, de largeur de bande et des synchronisations sont un peu critiques. Mais ils ont une force de frappe qui est quand même impressionnante. Quand on voit maintenant le nombre d'articles qui arrivent, je pense qu'il y a 2 sur 3 qui viennent de la Chine. Oui. Le dernier développement. Et quand nous, on a lancé cette idée de nanopop avec Rupert Olsen, plutôt lui nous a convaincus qu'on devrait s'investir sur ce projet. On pensait d'être le premier. C'était pas fait encore et on ne voyait pas que ce serait vite possible de le faire avec tous les moyens possibles comme ils ont démontré. Et leur article est arrivé en 2017. Ça a été publié et on a appris un peu de temps avant que le satellite a été lancé et tout de suite après tous ces articles qui arrivent. Et ils ont réussi dans un satellite de 620 kg, un vrai gros satellite qui a coûté probablement plusieurs centaines de millions d'euros. Ils ont réussi tous les paris. La distribution de l'électrification, la communication quantique globale comme un nom de confiance, il y avait plein d'expériences programmées qui ont réussi d'un coup. C'est quand même un exploit vraiment incroyable. Et le General Palm, mentionné par Mathieu, le porteur de ce projet,
Il a été formé à Vienne. Oui, Mhm. ça je me souviens. Il a voulu rester en Europe. D'ailleurs, On a donné la possibilité. à ce niveau-là, tu as des nouvelles des investissements qui avaient été faits dans le cadre de Skylight, des différents programmes européens qui sont en cours de développement Je connais, Quand je sais même, qu'il y a Igor One, satellite, Ouais. mais là, j'ai pas beaucoup plus d'informations parce qu'on n'est pas dedans. Mhm. Je pense que c'est plutôt Allemagne, Italie qui sont impliqués. Mhm. Après, d'autres programmes. Il me semble que les Anglais avaient lancé quelque chose. Les Enfin, Anglais, je pense j'avais entendu qu'ils étaient en train de développer un satellite. C'était une entreprise anglaise, je me souviens plus comment ça s'appelle, Craft, quelque chose. Et là, ils avaient envisagé J'avais vu des nouvelles qui disaient qu'ils voulaient lancer 2025 ou 2026 ah oui, donc c'est avec un satellite Kukabe. Après, je sais qu'il y a aussi l'université de Strathclyde qui travaille assez beaucoup sur ça avec Daniel Oy, qui, je pense, qu'il collabore aussi avec Singapour sur ça. Et c'est tous des satellites en downlink, c'est-à-dire avec la source intriquée à bord Les des Anglais ne sont pas activés, ils sont des satellites Kukabe. Ça veut dire qu'on a juste un laser atténué qui envoie des états quantiques vers la Terre. Projet impliqué, que je sache, il y a Singapour qui sont en train d'avancer. Il y a ici en Europe les projets Thales dont on parlait. Et je sais qu'il y a signé un MOU avec Singapour pour tester leur station Sol avec le satellite singapourien. Et il y a Boeing qui apparemment il veut lancer 2026. J'avais entendu ça. Mais je n'ai pas beaucoup d'autres informations sur ça. Il y a quand même pas mal d'activités autour de Il y ça. a beaucoup d'activités. La France n'est plus impliquée. Moi, je vais espérer qu'un jour, NanoBob réapparaîtrait en tant que démonstrateur dans le cadre de développement avec Thales. Thales a signé donc cet MOU avec Singapour pour tester leur station Sol avec un satellite anglais singapourien. Et on n'est pas prêt de loin, je pense, à lancer une satellite en France. Et aux États-Unis? Mais il y a Boeing. Il y a Boeing Oui, qui sont en train de travailler sur un satellite. Après, c'est qu'ils vont envoyer des photons sur Terre. Oui, apparemment ça devrait être une source intriquée, mais je ne connais pas beaucoup plus. Et Lays a mis beaucoup d'argent dans le développement de sources intriquées. Il y a un qui a été développé en Allemagne et un autre ici en France par l'entreprise Avessenso. Parce qu'effectivement, il y a un point qui est important, c'est que la prochaine conférence interministérielle de l'ESA, c'est en novembre 2025, dans un an à peu près. Et donc elle se prépare maintenant. On commence à voir des réunions apparaître, et donc effectivement, s'il y a des projets côté européen et côté français, c'est maintenant qu'il faut les sortir, ou en tout cas les annoncer pour pouvoir émarger sur les programmes de l'ESA dans les 3 prochaines années, et après 2025. Donc, sur la partie 2025-2028. Sachant que ce sera très probablement le dernier slot de conférence interministérielle où la règle du retour géographique sera encore présente, puisqu'il y a des projets de supprimer la règle du retour géographique à partir de 2028. Ce qui va changer. Ça veut dire quoi ? En fait, l'ESA a une règle de fonctionnement qui fait que quand la France, par exemple, met 5 millions d'euros dans un programme, il faut qu'il y ait 5 millions d'euros qui redescendent dans les laboratoires ou les entreprises françaises. Donc ça met des contraintes assez fortes sur les programmes. Il y a un projet effectivement d'abandonner cette règle du retour géographique, ce qui fait que les pays mettront des contributions, mais il n'y aura plus cette redescente obligatoire, ce qui peut-être évitera par exemple de chercher une entreprise d'un pays donné. J'ai déjà entendu des conversations à l'ESA disant il nous faudrait une entreprise bulgare pour assurer cette tâche-là, ou finlandaise, ou norvégienne. Enfin, bon, voilà, il y a une vraie question autour de ça, et ça va vraiment changer les règles du jeu. Tu sais bien que même avec cette règle, et sachant que
la France avait 10 millions dans Skylight Oui. en 2016. Oui, bah oui. En 2017, on n'avait pas réussi à décrocher de l'argent à travers le CNES. Ouais. Parce que le CNES avait déjà attribué cet argent à des grands opérateurs en France, notamment Thales, Airbus et d'autres. Et ils n'étaient pas prêts à renégocier ou revenir là-dessus. Quand on fait nos contacts à l'ESA, ils nous disaient ah, mais il reste beaucoup d'argent. Ils nous disaient non, mais on n'a pas de l'argent. C'est pour ça que c'est des choses qu'il faut anticiper là, après. Et d'après vous, l'abandon de cette règle, elle sera bénéfique pour nos projets ou pas du tout? Ce qui est certain, c'est que ça va créer de la turbulence. Il va falloir à nouveau quelques années pour remettre en place des modes de fonctionnement. Donc quelque part, c'est à mon avis un système assez chaotique et on ne sait pas vers où il va converger. Ben si, vers le retour à la règle précédente. C'est pas possible. C'est bien le chaos, non? C'est pas ça? Stabilité, instabilité, stabilité. Le gouvernement français devrait mettre de l'argent encore plus sur la table à côté de ce qu'ils promettent à l'ESA pour assurer que nos industries sont capables de répondre à ces demandes. Et sinon, ils vont se faire bouffer quand même par d'autres acteurs européens. Pour revenir sur les aspects temps fréquence, ce que je vous propose, c'est peut-être presque de faire un tour de table pour voir comment vous imaginez la suite, comment vous voyez suite à ce colloque-là, à la fois à travers les applications qu'on a vues aujourd'hui, le SimSat et Nanobob Oryx, mais plus généralement, quelle suite vous imaginez à ce qu'on a travaillé pendant 3 jours ici? Je ne sais pas qui veut ouvrir le bal. Ouais, du coup, Vas-y. L'intérêt, c'était vraiment. Ce que j'ai poussé à lire, c'était vraiment toute la partie fiabilité des données, donc tout ce qui contrait, tout ce qui était spoofing principalement. Et donc, du coup, là, par rapport à ce qu'on avait vu, voilà, il y a quand même des pistes pour avoir des systèmes de double synchronisation, d'avoir plusieurs sources de synchronisation qui soient indépendantes les unes des autres pour arriver à avoir des solutions qui soient quand même relativement fiables. Donc après, voilà, c'est voir comment ça va pouvoir, comme par exemple l'oral ou des choses comme ça, savoir comment ça va pouvoir se développer, se généraliser, et que les acteurs industriels acceptent de passer par ces solutions-là aussi, pour leurs besoins. Alors, juste pour l'Aura, actuellement, il y a peut-être pas loin d'1 million de gateways au sol dans le monde. Et il y a plusieurs, je crois qu'ils doivent, j'ai plus en tête les derniers chiffres, mais les derniers chiffres de commerciaux de Semtech, je crois que je les avais il y a 2-3 ans, c'était autour déjà des 500 millions d'objets équipés d'une puce Semtech. Donc c'est quelque chose qui est pas... C'est réel, quoi. C'est un vrai truc. Hein, voilà. Sachant que, après, dans les applications, il n'y a pas que du LoRaWAN. C'est-à-dire que, par exemple, les gens, ils font du LoRa, ils font des choses privées, propriétaires, au-dessus de LoRa, au-dessus de cette modulation, quoi. C'est des choses qui évoluent. Hein. Il y a de la concurrence. Mayotic a une nouvelle modulation, là, très similaire à l'RFHSS, là, qui est en train de pousser. Ça a redopé d'autres trucs, et puis ça couvre aussi d'autres bandes de fréquences. Là, nous, on teste beaucoup le LoRa, par exemple, sur le 2.4 GHz. Ça a un avantage, c'est qu'on peut faire passer des gros débits supérieurs. On n'a pas le problème du duty cycle, parce qu'on est avec du Wi-Fi. On est sur les mêmes bandes, enfin interbandes, en fait. On évite de taper dans les canaux Wi-Fi, sinon on est brouillé quand même assez facilement. Et du coup, ça amène d'autres champs d'application à ces technologies qui sont assez robustes. Puis il faut considérer que ça peut être aussi la voie de secours. C'est-à-dire, quand on n'a plus de 4G, on revient au téléphone cuivré, et puis on a dit, ça passe. Voilà. C'est ce qui se passe notamment, par exemple, chez des opérateurs pour des centrales de surveillance de domicile, des choses comme ça. La plupart du temps, c'est de la 4G, 5G, pour les caméras, pour les choses comme ça. Mais ça se brouille, hein, les voleurs, ils savent. Hein. Ils viennent, ils brouillent, puis ils cambriolent. D'ailleurs, il y a eu des faits récemment avec ceux qui font Verisure, là, où l'intrusion n'a pas été avertie, alors que les gens étaient dans leur domicile. Hein, ils étaient un peu furax. Ça n'a pas été remonté au centre.
Et en fait, il y a des opérateurs, hein, je crois que c'est Veritas, qui fournissent, par exemple, ils disent, en fait, si c'est brouillé, on passe par du LoRa. Parce qu'on sait, ou du Sigfox, parce qu'on sait que c'est pas facilement brouillable, quoi. Voilà. Donc c'est aussi des solutions qu'il faut prendre comme solution de secours. La résilience, quoi. C'est surtout ça, parce que aujourd'hui on utilise des solutions, on a vu, puis surtout avec ce qui se passe récemment, la guerre en Ukraine, etc., ça peut être, toutes les images qu'on a vues, du spoofing, ça devient assez courant. Et du coup, typiquement, QBacklog, c'est plus pour faire des choses. Pourquoi on met du LoRa derrière? C'est pour faire de la résilience. C'est peut-être pas la voie principale, mais c'est la voie de secours. On dit, on va privilégier peut-être le GPS, et puis à un moment donné, on dit, tiens, on va rester sur une cloque, alors peut-être pas une horloge atomique, mais des horloges qui restent assez précises dans le temps, qui dérivent pas trop, ainsi de suite. Mais on va continuer à survivre et communiquer peu d'informations, mais pouvoir communiquer à longue distance et sans être brouillé, quoi. Moi, je voudrais quand même faire la remarque que moi, je suis fonctionnaire, donc j'ai l'intérêt national, ça fait partie de mon boulot dont j'aurai une partie. Les industriels, ce qu'ils veulent faire, c'est de l'argent. Et la résilience, s'il n'y a personne pour les obliger à le faire, s'il n'y a pas la puissance publique qui leur impose de mettre des systèmes qui sont un peu plus chers, mais qui sont vachement plus résilients, c'est la nature humaine, c'est comme ça que marche le capitalisme, ils ne font rien. Okay, parce qu'ils ne vont pas rajouter même 3 centimes pour un détecteur supplémentaire pour une vente qu'ils n'ont pas prévue, juste parce qu'un jour, ils ont l'idée saugrenue que quelqu'un pourrait essayer de spoofer le truc s'ils ne sont pas légalement obligés de le faire ou pénalement responsables au cas où il y a un problème qui est. Donc, il y a 14 personnes dans la salle, on ne va pas résoudre le problème de la résilience nationale du temps fréquence, mais je crois qu'il faut vraiment être conscient qu'on peut brainstormer autant qu'on veut, tant que la puissance publique n'impose rien, tant que la réglementation n'impose rien, il se passera à peu près rien du tout. Voilà. Je suis un peu pessimiste là-dessus. Voilà, parce que du coup, moi, ce que je vois de mon côté, de plus en plus sur les projets importants, je vois il y a pas mal de projets en Arabie Saoudite, même sur des applications qui ne sont pas sensibles, mais même aujourd'hui avec la défense, etc., ils cherchent des solutions. Donc, je veux dire, ils se sont rendus compte quand même qu'il y a une problématique là-dessus et ils essaient de trouver des solutions. Alors, après, effectivement, c'est pour ça que ce que je disais, aujourd'hui, c'est d'arriver à trouver quelque chose qui soit acceptable par tous et qu'on puisse après développer à grande échelle et pas avoir chacun sa solution propriétaire. Mais aujourd'hui, sur les appels d'offres, ça sort. Il y a la partie cyber qui, il y a 15 ans, n'était pas du tout prise en compte et qui est prise en compte aujourd'hui. Et sur la partie synchronisation aujourd'hui, c'est pareil. On avait quand même à l'époque convaincu un grand opérateur de satellites français qu'ils auraient un intérêt d'investir dans le domaine du QKD. Et ils le voyaient comme un coupe publicitaire en disant nous, on sait sécuriser nos données, nos satellites seront plus sûrs si on arrive à incorporer, si nous, on est un des premiers sur le marché. Donc, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Il y a l'aspect image, c'est-à-dire que si vous vous faites hacker, vous passez pour un branquignol maintenant. Ok, c'est plus une victime, c'est vous êtes un branquignol. Constantin. Bien. La question c'est, ok, en France assez souvent c'est comme ça et il faut que l'État central donne l'ordre, mais dans d'autres pays ça ne fonctionne pas comme ça. Peut-être il y aura aussi l'évolution où les gens voudront anticiper des choses. Si les industriels veulent avoir pas que des marchés français, mais des marchés à l'international, ils auront l'intérêt d'avoir une vision plus large que strictement restrictive. On sait que la loi elle est toujours en retard par rapport à la vie. La question que je me pose, quel est notre rôle dans cette affaire-là? Nous sommes capables, me semble-t-il, d'avoir la veille technologique, nous avons la capacité d'organiser ce type d'événements ou les événements un peu analogues, où on peut inviter les différents acteurs pour qu'ils puissent se parler entre eux. Et la question, soit l'évangélisation, soit l'éducation, c'est aussi dans nos missions.
Donc en fonction de la parole que nous allons tenir, certes comme d'habitude, on va commencer le prêcher dans le désert, mais c'est un phénomène général, quelqu'un qui fait la découverte, il est le seul au monde d'avoir raison par rapport à tous les autres qui ont tort. C'est un système très antidémocratique par conception. Donc effectivement, la question est le workshop qui sera organisé, une discussion qui sera organisée, je pense que c'est un peu notre rôle d'avoir une certaine insistance dans le fait d'attirer attention, de dire que faites attention. C'est peut-être dans ce sens-là qu'il faut essayer d'orienter nos actions. Oui, je pense qu'en tant qu'université ou laboratoire, on a effectivement un rôle de formation des jeunes qui vont arriver soit dans les labos, soit dans les entreprises. On a aussi un rôle qui est très important, c'est de faire du lien justement entre le monde industriel et comme on l'a fait ces jours-ci, en fait, entre le monde industriel et le monde académique, pour pouvoir alerter sur des risques qu'on voit, des dérives qu'on voit. Et je trouve que ces 3 jours-là, ça a été très bien fait. Enfin, j'avoue que j'ai appris beaucoup de choses, et j'ai appris beaucoup de choses des vulnérabilités d'un certain nombre de systèmes de distribution. Ce dont je n'étais pas forcément informé auparavant. Donc, pour rebondir ouais. sur ce que disait Yann, alors moi je pense qu'il y a 2 manières de levier pour ça. C'est effectivement, il peut y avoir la loi qui oblige, et puis pour travailler depuis un certain temps dans la sécurisation de la distribution du temps, on s'aperçoit qu'on peut présenter, et c'est ce qui passe le mieux chez les industriels, même les petits industriels, parce que c'est aussi une question de moyens, comme amener cette sécurité sous forme d'assurance, en fait. Et une assurance, ça marche si la cotisation est beaucoup moins chère que le coût en cas d'accident. Pour l'instant, on est encore sur un modèle où le coût de l'assurance est très cher par rapport à ce qui peut se passer, sauf dans certains domaines, dans le domaine public et le domaine militaire, c'est sûr, mais là on retombe dans le cadre de l'État, donc l'État s'oblige lui-même à faire quelque chose ou pas. Mais je pense que ce genre de rencontres qu'on a, ils peuvent servir effectivement à effectivement voir ce qui va se passer, parce que c'est ce qui se passe dans les laboratoires, dans les universités, à moyen terme, pour pouvoir imaginer quelque chose de relativement correct en termes de coûts à court terme. Alors ça, c'est un point qui est particulièrement intéressant. On est sur un autre programme côté météo de l'espace en lien avec un assureur. Et on pourrait imaginer effectivement dans une prochaine édition d'un colloque similaire, inviter des assureurs qui, à mon avis, eux peuvent avoir un rôle prescripteur intéressant, parce qu'effectivement, quand les coûts annoncés quand il y a un problème deviennent problématiques, un industriel et un assureur va pousser un industriel à dire non, il faut que vous protégiez ça parce qu'il y a un risque. Et donc effectivement, les compagnies d'assurance ont parfois un rôle prescripteur majeur. On commence à le voir sur les aspects résilience au changement climatique, où on voit les coûts augmenter de manière incontrôlée, et les assureurs qui commencent à dire non mais vous arrêtez de construire en zone inondable. Bien sûr, plus là. Et sur la cyber, ils commencent en fait à bouger un petit peu, mais actuellement, pas se leurrer, ils proposent n'importe quoi. C'est juste histoire de faire rentrer des contrats, parce qu'ils assurent rien du tout. En fait, ils mettent tellement de clauses que si on a oublié de mettre le petit doigt là le matin en arrivant, l'assurance n'est pas bonne. Donc il faut, je pense, arriver à trouver une solution d'ordre technologique à faible coût. Ouais. Et je pense que là-dessus, l'Oracle apporte une résilience par rapport à tous les autres systèmes satellites où on a un gros problème sur la disponibilité, sur des éventuels dénis de service. Là peut effectivement avoir un rôle assez intéressant. Il y a un acteur mondial qui met des puces LoRa dans tous ses équipements qu'il vend. Amazon. Ils ont des produits, c'est surtout aux États-Unis, il y a Amazon Echo. Ils ont mis en place un réseau de voisinage, ça s'appelle Sidewalk. Dedans, c'est que des puces LoRa. Juste des fois, simplement, le mec qui arrive, il branche son truc qui est censé être sur de Wi-Fi, ça marche pas. Mais on peut tout de suite savoir, scanner ce qui se passe dans le réseau Wi-Fi, ainsi de suite, et que le gars, il a juste pas bien rentré
le SSID sur des aspects maintenance, des choses comme ça. Voilà, c'est aussi pour tomber les coups sur des aspects maintenance, des choses comme ça, d'anticiper. Il y a énormément d'applications autour de la maintenance prédictive, ainsi de suite. Schneider, ils investissent là-dedans aussi pour ça, quoi. Parce que c'est un système qui ne tombe pas en panne, vous l'achetez. Moi, ma machine à laver, c'est quoi? C'est 1000. Ok, miel. Ok, c'est 1200 balles la machine, mais elle ne fuit pas, elle dure 20 ans, elle ne fait pas de bruit. Elle ne m'emmerde pas avec les assureurs. Et avec mes voisins du dessous. Oui, parce qu'ils ne sont pas contents quand ils prennent. Pour le coup, une première prochaine étape à court terme, c'est ce Grenoble New Space Day qui va avoir lieu le 10 décembre sur le campus, avec comme idée de voir quels peuvent être les liens de manière générale entre un centre spatial universitaire et l'activité régionale, industrielle. Donc c'est d'essayer d'initier une discussion là-dessus. On voit bien que les aspects en fréquence rentrent complètement dans ce cadre-là. Et puis je pense qu'au-delà de ce Grenoble New Space Day, je te passe la parole après, Didier, il faudra qu'on imagine des nouvelles, des nouveaux événements, des nouvelles discussions sur ces points-là. Allez, vas-y Didier, tu peux conclure. Juste encore un autre événement qui aura lieu le 28 novembre sur le campus, c'est Eclipse IoT Days, qui est en fait un événement qui se fait presque annuellement, sauf Covid, depuis une dizaine d'années, et c'est tout ce qui est autour des technologies de l'IoT. Alors c'est plus déjà des technologies qu'on va retrouver dans la partie, on va dire, du haut data center, mais ça concerne les applications et ainsi de suite, et c'est une journée, c'est gratuit. C'est frugal, on cherche encore des sponsors pour les pizzas et les fromages. Et puis voilà. Et vous pouvez retrouver ça sur Internet si vous êtes intéressé. Je peux mettre même l'annonce peut-être là. Ouais, vas-y. Et puis je retire mon ordinateur et puis pendant que Didier met ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est là. Non, Ah, tu voulais. Attends, il y a Firefox. Ok, donc c'est Eclipse IoT. Putain, 2024. Voilà. Alors je pense pas que ce soit des pizzas, mais les nourritures terrestres sont arrivées, donc on va pouvoir continuer la discussion devant des choses à manger. Autre chose qu'on peut faire pour alerter la communauté, c'est d'écrire un white paper. Mais il faut premièrement identifier les experts et exactement le contenu, le sujet qu'on veut aborder, parce qu'ici, aujourd'hui, les 2 derniers jours, on a abordé quand même pas mal de choses différentes. La notion de white paper, c'est vrai que c'est une piste intéressante. Spatial, terrestre, on a parlé de sécurisation de l'accès. Excusez-moi, mais des white papers sur la résilience en distribution de temps fréquence, il y en a au moins 10 qui ont été écrits depuis 20 ans. Il n'y en a jamais un qui a été lu apparemment par qui que ce soit. Okay, donc ça demande un boulot démentiel. J'ai participé à rédiger des white papers en ce sens. Ça demande énormément de travail. Et franchement, à la fin, on a l'impression de pisser dans un violon. Et à ton avis, pourquoi? Je sais rien. Moi, je pense que tant qu'on ne touche pas massivement le grand public sur ces problèmes-là, tant qu'il n'y a pas un événement vraiment fort avec un procès aux États-Unis, quelqu'un qui se prend une entreprise de taille décente qui se prend des milliards d'euros ou de dollars de punitives faire parce qu'ils ont fait un truc déconnant sur la résilience en fréquence, il n'y aura pas de bruit autour de ça, et puis les gens vont continuer à faire leur petit truc. On a en France c'est ça, qui s'occupe de la sécurisation du GNSS, de ANF. On a parlé et tu as bien vu que Catherine a passé son temps à dire que malheureusement elle voudrait qu'on fasse plus de pub pour que le grand public. C'est la première fois que j'entends voilà. de cette problématique, de ce sujet. Je n'avais jamais entendu de la ANF. Alors, vous êtes peut-être toujours au courant. vous avez le programme du Eclipse IoT Days. Donc le 28, c'est ça, le 28 ouais, alors ce ne sera pas ici, ce sera dans les Allen Simag, là, dans les nouveaux amphis.
faut s'inscrire pour histoire de savoir combien on est pour les pizzas. Et pour conclure, parce que je pense que la remarque est bonne, il faut je dirais, acculturer le grand public à ces questions en temps fréquence. Un exemple à petite échelle, hein, c'est que on a monté avec Constantin une formation via la Maison pour la Science sur ces thématiques-là, à destination des enseignants. Alors c'est du long terme, bien sûr, parce qu'un enseignant, il forme des enfants jeunes, mais c'est vrai que former des enseignants aux questions temps fréquence, c'est une façon d'avoir des futurs salariés ou une future population qui connaît ces thématiques, sachant que quand on forme un enseignant, on touche à peu près 150 gamins. Donc 20 enseignants, vous faites le calcul, ça fait tout de suite des chiffres assez importants. Voilà, je vous propose d'aller manger. Merci beaucoup.